Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. War. If you ever take a trip down to Cobb County, Georgia, you better read the signs, respect the law and order. You serve hard times. You'll be serving hard times. You know the big boss man will make you walk the line. You better watch out, boy. You'll be serving hard times. He carries a big stick, a ball and chain too. He's looking for trouble. He'll be coming after you. You serve hard times. You'll be serving hard times. You know the big boss man will make you walk the line. You better watch it, boy. You'll be serving hard times. Bonjour, l'émission du 14 mai 2022 dans Entre deux chaises de métal, le podcast de lutte, animé par Chef de la lutte, moi-même, TJ Holiday. It's a hard time! Ah, Hard time! Elle est vraiment bonne cette chanson-là pour vrai. ben oui, t'es écœurante pour vrai, sans joke. Le Big Boss Man! Le gros boss homme. Ouais, je suis vraiment content que les fans d'Entre deux chaises aient choisi Big Boss Man. C'était mon choix à moi. Fait que j'étais content. C'est celui que je voulais faire. Puis, avant même de commencer, c'est la bio que j'ai eu le plus de fun à faire à ce jour. Quand même, hein? Parce que, tu sais, niveau personnel, je connaissais Big Boss Man, mais tu sais, quand tu fais des bios puis tu fais des trucs, tu fouilles des fois. Fait que tu trouves des affaires puis c'est comme, oh shit, c'est nice. Puis c'est le gars que j'ai écouté le plus de matchs sur Internet pour faire la bio, là. Ouais, en même temps, c'est pas un gars qui a fait des matchs super longs non plus, fait que ça s'écoute bien. Hein. Ouais, il y a des bons matchs, par exemple. Il y a des matchs sous-estimés qui passent un peu en dessous du radar parce que c'est Big Boss Man puis c'est pas tout le monde qui était intéressé. Mais on va découvrir quelqu'un aujourd'hui de grandiose, de très dios. C'est très dios. Mais avant que je commence, ouais, c'est ça. J'allais dire avant que je commence la bio, vu que je vais parler peut-être un petit peu plus aujourd'hui, je te laisse le floor. Ben oui, ben merci de me laisser le plancher. Mais ouais, ça, évidemment, merci d'être là aujourd'hui pour le podcast qui est évidemment disponible sur Apple Podcasts, Ballo Québec et Spotify en audio. Et sinon aussi en vidéo sur YouTube, évidemment. C'est quoi, c'est notre 10e bio, je pense? 9e, 10e? Environ, ouais. Je pense que c'est pas loin de 10, mais... Ok, ouais. Allez voir, il y en a pas mal. Ouais, fait que ça, c'est une affaire qui a été votée sur les sociaux, comme Facebook, Twitter et Instagram. Allez nous suivre là-dessus, évidemment. Tapez en deux chaises de métal sur la search bar, puis vous allez le trouver facilement, je pense. Assez facilement, ouais. Pendant qu'il y a un show de death metal chez vous. Ouais, fait que suivez-nous là-dessus, évidemment, puis on fait aussi des Twitch régulièrement. Puis on en a eu un hier soir, justement, qu'on a regardé la vieille WCW Clash of the Champions. Puis plein d'autres petits patentes qu'on a écoutés, aussi bien le fun. Fait que allez nous suivre sur Twitch pour faire ça. Puis, évidemment, des fois, je fais aussi des My Rise WB2K22. Fait que c'est ça. Évidemment, suivez-nous là-dessus. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que Marc, ou Marco, plutôt, si oui. tu es prêt, et si les circonstances te le permettent, Big Boss Man. Moi, je suis prête. C'est pas tout le monde qui est prêt pour écouter le Big Boss Man, apparemment. Mais non, j'allais dire que... On entend ça en deux collections aussi, après la biographie du Boss Man. Ouais.
Absolument. Puis pour ceux qui voudraient nous voir en personne, nous serrer la pince, mais on sera ce soir au 71-11 Désérable à la NWC où TJ produira son corps et talent sur les rings. Hein? Corps, c'est un grand mot, là. Ben, c'est ton corps qui va manger la grosse partie du... C'est ça. Fait que, venez nous voir. Ouais, venez nous voir. Fait que là, moi, je suis prêt à commencer le Big Boss Man. J'espère que vous êtes prêts. Puis, pour vrai, ceux qui l'écoutent en audio, c'est cool. Mais en vidéo, il va y avoir des petites photos de sa carrière que je vais défiler tout au long du podcast de la biographie. Donc, ça peut être le fun aussi de venir nous voir sur YouTube pour voir les graphiques, évidemment. Graphiques faits par Yann O'Kane. Oui, avec nos 161 abonnés. Tabarouette. And counting. Ben ouais, on veut parmi nous si c'est pas fait. On brag. Donc, avant de commencer, TJ, j'imagine que tu sais le vrai nom du Big Boss Man, toi. Ben oui, c'est Ray Trailer. Ce que j'aime, c'est que t'as pas besoin de tes feuilles pour savoir c'est quoi de quoi qu'on va parler aujourd'hui. Ça, j'apprécie ça chez toi. Ben, merci. Bon, Big Boss Man, moi j'en ai des feuilles, mais je sais mon texte. Non, pas vrai. Big Boss Man, ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas un parcours comme tous les autres lutteurs. Il n'y a pas un parcours d'ancien joueur de football ou personne vraiment dans le business. Fait que c'est ça qui est le fun à faire comme biographie. Big Boss Man était, quand il finit ses études, il est devenu agent correctionnel. On va commencer de là avec la biographie. Donc, agent correctionnel était son vrai métier au jeune âge adulte, évidemment. Puis à cette époque-là, il était déjà un grand gaillard, il faisait 6 pieds 8 et 300 livres. Donc, tu l'as... C'est à peine, tu sais. Fait que 6 pieds livres de 300 livres, c'est la bonne shape pour faire ce genre de métier-là. Mettons que tu te fais pas taper ses doigts. Fait que... exact. Fait que lui, il habitait dans le coin de Tennessee. Puis en 1985... il s'avait fait remarquer par une promotion de lutte. Fouille-moi comment. Mais une promotion de lutte qui avait dit « Hey, tu devrais faire de la lutte, toi, à la shape que t'as. » Big Boss Man était quand même, comme pas mal tout le monde écoutait la lutte aussi à cette émission. Fait que... il a commencé à s'entraîner un peu. Il a commencé à faire un peu de lutte dans son patelin. Puis finalement, il aimait tellement ça qu'il a quitté sa job pour se concentrer uniquement à la lutte professionnelle. Donc quand même une décision osée. Surtout à l'époque, les salaires étaient pas... Tu sais, 1985, à part peut-être les grosses stars genre Hogan, tu gagnais pas des millions quand t'étais un lutteur, là. Puis travailler sur la route, c'était pas un travail permanent. Fait que lâcher une job payante comme agent correctionnel pour s'en aller dans la lutte, faut vraiment que t'aimes ça puis que tu crois en tes talents. Mais avec la shape puis le talent que Rich Raider avait, c'était possible. Oui. Fait qu'il quitte son emploi. Il a même eu rapidement, en s'entraînant, il était dans une branche de la NWA. C'était pas la NWA comme on la connaît, mais il y avait des petites branches de la NWA à l'époque. Puis il avait été... Les territoires au Tennessee. Puis il avait été champion NWA dès son arrivée à cause de son gabarit. J'imagine que dans ce temps-là, il n'y avait pas juste Vince qui voyait les big guys comme... les plus gros gars, les plus grands étaient les gars qui étaient mis en avant puis qui avaient les titles dans ce temps-là, les ceintures. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais par contre, il n'est pas resté longtemps dans son territoire parce qu'il s'est fait remarquer par la glorieuse Jim Crockett Promotion, que à l'époque, le booker était Dusty Rhodes, The American Dreams. C'est quoi ton imitation des American Dreams? The American Dream, Dusty Rhodes, baba. Ok, c'était juste ça, je m'attendais à plus. Ben là, excuse-moi, là, c'est de m'en reprendre le prochain coup, tu me le demandes. Là, Cody est déçu. Le gars dans le house show l'a eu pas mal mieux que toi. Je sais pas si t'as vu ça. J'avais dit que j'étais bon pour le Dusty Rhodes, c'est toi qui as dit que j'étais bon. Tu vois, moi je te donne toute la plateforme, je te dis que t'es bon, puis quand je te dis que t'es bon, c'est parce que t'es tu moyen. de la bullshit, je suis pas bon finalement. C'est ça, je suis pas bon finalement, fait que tu m'as donné de la bullshit. T'as fait comme genre Paul Heyman du rêve avec ses lutteurs là. C'est vrai, t'as raison. Ce que Paul Heyman fait avec ses lutteurs, c'est qu'il est mis au top pendant 1 an, comme champion et plus.
Funky like a monkey, bébé. Bon, ça c'est mieux. Puis vous allez voir au courant de la biographie, une petite parenthèse, c'est que Big Boss Man a eu plusieurs gimmicks dans sa carrière, a changé souvent, parce qu'il s'est promené un peu partout à travers les promotions en Amérique du Nord et ailleurs. Je vais vous emmener là-dessus dans pas grand temps. Si la personne chez nous peut arrêter de cogner pendant que je fais le podcast, ça serait déjà pas pire. S'il vous plaît, on essaie de se préparer un important podcast de lutte. Si bolo. Ça va faire maintenant. Puis c'est ça, évidemment, quand il s'en va à Jim Crockett Promotion, il se fait renommer Big Bubba Rogers, excusez. Et devient le silencieux bodyguard de nul autre que Jim Cornette. Donc la barbe de Ray Traylor qui est excellente. Ouais, hein, il a une belle petite barbe taillée, puis Jim Cornette a l'air il a l'air aussi un asshole qui est aujourd'hui. Ben, c'est le même Jim Cornette, sauf qu'il y a moins de cheveux, c'est tout. Ouais, mais moi je l'aime pareil, Jim Cornette, même si c'est un peu fucké par moment, là, mais... Quand il parle pas de look actuel, je trouve qu'il est très bon. Ouais, c'est vrai. Il connaissait ses shit dans son temps. Ben oui, il est un historien vraiment beaucoup, là, Jim Cornette. Puis en étant le bodyguard silencieux de Jim Cornette, que Jim Cornette, fait qu'il a participé aussi en tant que bodyguard de Cornette à la rivalité entre les Midnight Express contre Dusty Rhodes puis Magnum Magnum TA. Fait que ça a été un bon apprentissage pour Big Boss Man, je trouve. Là, tu es dans une grosse rivalité tag team, puis en plus tu travailles avec Cornette, puis tu travailles avec Dusty Rhodes. Puis Dusty Rhodes était très high sur Big Boss Man, donc après cette rivalité-là, il y a eu une rivalité entre Dusty Rhodes et Big Bubba Rogers à la Jim Crockett Promotion. Puis Big Bubba Rogers a réussi à rapporter un match, Dusty Rhodes un autre match. Fait que déjà là d'être even avec The American Dream à cette époque-là, que lui était déjà un gros nom de la lutte, c'est bon. Il y a ensuite eu un troisième match dans un cage match entre ces deux-là. Puis c'est ça, American Dream a remporté le match, mais malgré ça, Big Bubba Rogers a fini over dans cette rivalité-là parce que, évidemment, d'aller toe-to-toe avec American Dream dans un cage match puis paraître bien, ben c'est pas toujours la victoire qui compte, là, tu le sais au bout du compte. Là. Non. T'avais-tu déjà vu ce match-là, toi, Big Bubba Rogers contre Dusty Rhodes? Non, j'ai vu aucun match de Big Boss Man avant WBF, évidemment. Là. Même World Championship Wrestling, je n'ai pas vu tant que ça. Là. Mais quand même, c'est une bonne partie. Mais c'est plus WBF que j'ai vu avant ça. J'ai aucune. Le seul moment que je me souviens de Big Bubba Rogers, c'est un match à un moment donné, il y avait Jim Cornette qui est tombé d'un scaffold, là, de quelque chose de vraiment haut. Il fallait qu'il l'attrape. Il l'a comme attrapé tout croche pour s'est pété les deux chevilles à terre. Genre, je sais pas tout. Ouais, c'est. Cornette a déjà parlé souvent là, dans les shoot interviews qu'il faisait. Là. Je suis sûr que ça traîne quelque part sur YouTube, cette vidéo-là, mais il parle de ça qu'il tombe vraiment de haut, puis l'autre l'a attrapé à moitié, puis il s'est pété les jambes, je sais pas trop. Ok, parfait. Ouais. Fait que c'est ça, grosse rivalité avec Dusty Rhodes, puis évidemment Big Bubba Rogers a été un peu partout après ça dans certaines fédérations, mais avant de terminer son premier mandat avec la Jim Crockett Promotion, il y a eu un match contre Ron Garvin que Big Bubba Rogers a perdu. Puis ça, vous allez voir, là, c'est un peu il perd souvent ses matchs, mais malgré les défaites, il est tout le temps remis à l'avant-plan parce que c'est un bon worker, c'est un gars à son affaire, puis tout le monde aime ça travailler avec lui. Fait que à cause de ça, il a tout le temps sa chance, mais le Big One vient moins souvent que certains lutteurs, mais des fois, t'en as pas toujours besoin non plus pour shiner. Apparemment, c'était un chic type backstage, Big Boss Man. C'était vraiment un top guy. Je suis pas étonné. Non. Parce que, tu sais, on dirait que quelqu'un qui joue bien son rôle à la télé, on dirait que souvent, tu le détestes, mais c'est souvent ceux-là les meilleurs gars, peut-être à part Randy Orton qui me vient en tête qu'il y a eu des affaires backstage, là, mais il y en a d'autres sûrement, c'est sûr. Là. Mais c'est ça. Sinon après ça, Big Bubba Rogers s'en va à la UFW, une fédération, un autre territoire de l'époque.
Puis il remporte le championnat immédiatement contre le champion de l'époque qui était One Man Gang. Donc, One Man Gang contre Big Bubba Roger pour la ceinture. Les Towers, les Twin Towers s'affrontaient déjà de bonheur. Exact. Donc, la UFW, il domine la UFW pendant plusieurs mois. Ben, en fait, 3-4 mois, pour être bien précis. Et ensuite, il affronte des gars comme un de mes préférés, Barry Windham. Ça, c'est, si je me trompe pas, c'est pas l'oncle de Bray Wyatt, ça. C'est l'oncle de Bray Wyatt, absolument. Fait que, affronte aussi Michael P. Hayes, puis affronte d'autres gros noms dans cette fédération-là, avant de perdre de gros matchs contre Dr. Death, Steve Williams. Il a affronté souvent Dr. Death. Moi, je sais pas pourquoi. Moi, Dr. Death, Steve Williams, je suis pas un gros fan. Je sais pas ce que t'en penses ou. Ça, c'est un autre qui était encore plus big au Japon. Sans faire de pendant que tu scrapes ton Gatorade. Non, c'est vraiment. Non, pour vrai, c'est vraiment un gars qui était genre plus grand au Japon. Tu sais, il y a eu des bons signes de la WCW aussi, là, surtout des années 80, 90, début, là. Sinon, il a fait sa gloire un peu au Japon, mais non, sinon, moi aussi, Dr. Death, je respecte, genre, que c'était un des gars les plus tough de la business, alors que souvent, nous autres disent que, genre, après, genre, Ming, qui est le gars le monde qui dit qu'il est plus tough, je pense que c'est un des, genre, dans le top 3 facile. Lui puis Vader, là, ils ont été pas mal mis ensemble au Japon, là. Donc, non, ben, moi aussi, regarde, il m'accroche pas tant que ça non plus, Dr. Death. Ouais, c'est ça. Il m'a pas, mais ça reste un nom connu de la lutte, fait que. Exact. C'est ça. Il faut respecter son travail. Puis après ses défaites contre Dr. Death Steve Williams, on va l'appeler le Bossman. Le Bossman ralenti. Puis c'est ça. Ça apporte un peu de descendant de cette fédération-là. Mais par contre, avant de quitter la fédération, il y a eu un gros wargame où ce qui teamait avec les Four Horsemen pour affronter les World Warriors. Nikita, attends, c'est quoi son nom? J'ai de la misère à le dire. Nikita Kolob, excusez. Nikita Kolob et Dusty Rhodes, qui était avec Paul Ellering aussi. Là. Ok, ouais. Fait que c'est un gros wargame. Ça, c'est un match que j'avais pas trouvé non plus sur Internet. J'aurais aimé ça l'écouter, mais probablement que ça se trouve, là. Sur Network, c'est sûr qu'il est là. Ouais, ça se peut. Fait que, t'es sûr? Ben, un wargame, je suis pas mal sûr que oui, là. Ça doit être un show de la NWA qu'ils ont mis sur le network, là. Mais c'est arrivé quel show t'as dit? Tu dis, là, non, c'est un show de, c'est un show de NWA, mais c'est en 85, fin 85, début 86, peut-être. On va te faire une solide, continue ça, puis on va te le trouver, moi. Parfait. Fait que, finit son séjour là, puis évidemment, il part vers, le All Japan Pro Wrestling, où ce qu'il fait souvent, se retrouve souvent dans la division par équipe avec Bruiser Brody. Au pays du soleil levant. Donc, le Japon a toujours été une grosse destination pour la lutte. C'est très populaire là-bas, on sait. Même encore aujourd'hui, c'est un big deal au Japon. Ça a mis des grosses stars. Ça map. On peut juste penser à Kenny Omega qui a fait le gros de son nom au Japon. Même s'il était quand même pas populaire dans les indies, mais c'est le Japon qui l'a rendu le nom qu'il est aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que au Japon. Fait qu'il fait quelques matchs au Japon. Mais en 88, juste avant, il revient. En fait, il quitte le Japon puis il décide de revenir en Amérique du Nord et il décide lui qu'il a des plus grosses ambitions dans la vie puis qu'il aimerait ça travailler pour la plus grosse fédération de lutte au monde, et j'ai nommé la WWF en 1988. Rencontre avec Vince McMahon qui tout de suite l'adore. Son genre de gars, gros gars, bon worker, bouge bien. Fait que évidemment on sait comment ça fonctionne les meetings avec Vince McMahon. Souvent il demande c'est quoi ton background, qu'est-ce que t'as fait dans la vie, qu'est-ce que t'aimes, blablabla, ton métier. Vince McMahon il est brillant, mais c'est quand même assez facile ses gimmicks comment qu'il les trouve. Fait qu'il se casse pas la tête de midi à 14h. Il s'en va directement avec sa gimmick de son ancien métier, donc un gardien de prison, et renomme Ray Traylor, le mythique personnage que tout le monde connaît, la légende qui est aujourd'hui. Et j'ai nommé The Big Boss Man, qui est
le titre de notre biographie de ce mois-ci, du mois de mai. Oui. Ouais. Fait que... Et là, je pense que je vais te faire plaisir parce que le Big Boss Man commence à la WWE, mais il commence pas seul à la WWE. Il est immédiatement associé à un des très bons managers de l'époque et j'ai nommé... Et t'as nommé? Oui, j'ai nommé. Oui. Slick the Brother. Fait que, en compagnie de Slick, et dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'après chaque match, Big Boss Man sortait la matraque puis attaquait ses opposants. Puis après ça, il les menottait d'un corde puis il frappait à sa matraque. Fait que, il donnait une correction pour pas faire de jeu de mots plates à ses adversaires. Fait que c'est ça. Puis très rapidement, Big Boss Man en compagnie de Slick est propulsé quand même au haut niveau de la WWF dans ce temps-là. Au premier SummerSlam de l'histoire, qui a affronté Coco Beware, qui l'a battu avec succès et sans trop de difficultés. Là, tu vas me dire que c'est juste Coco Beware, mais... J'espère. Quand... Tu l'aimes pas, Coco Beware, à chaque fois que... Me semble à chaque fois que... Je l'aime pas, c'est juste que c'était un jobber à l'époque, là, c'est juste ça, là. Ok. Et mes recherches sont terminées, mon cher Marco. Vas-y donc voir. Et le match a lieu au Great American Bash en 1987. C'est ça. Okay. Le petit hic, c'est qu'il n'est pas sur le network en ce moment, mais il est sur un DVD de la WWE qui ont sorti, si je me trompe pas, c'est en... Ok, c'est 87, c'est ça. En 2013, DVD War Games, évidemment, avec une collection de tous les War Games, qui est un match nice. Puis un fait à noter, c'est que dans ce match-là, c'est pas Big Papa, c'est pas Ray Trailer, mais il s'appelle The War Machine. C'est The War Machine, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, parce qu'il y a d'autres noms par après, là, je pense que je les ai quelque part sur mes notes. Là, dans son séjour à WCW, après, il va y avoir un... Je vais y revenir tantôt. Ouais, c'est ça. Et d'autres trucs. Mais pour continuer dans le chemin de Big Boss Man, c'est ça, affronte Coco Beware. Et toujours avec Slick, évidemment, forme une équipe avec nul autre que Hakeem. Une de tes équipes préférées, j'en suis sûr. Ben oui, t'es carrément ça. Puis c'est ça, tu sais, ils ont des gros matchs, là. Ils finissent même par affronter Demolition, entre autres, dans des grosses rivalités. Ils affrontent les plus grosses équipes sans jamais rien gagner niveau ceinture, si je me trompe pas, là. À moins que ma recherche ait été mal faite, ils n'ont jamais gagné de ceinture. Non. Fait que c'est ça. Fait que puis Big Boss Man, en étant avec Hakeem puis Slick, a quand même de plus gros projets. Puis lors d'un Brother Love Show, il va s'attaquer à nul autre que le Hulkster, Hulk Hogan. Fait que ça, je sais pas si tu veux en parler un petit peu là de ce bout-là peut-être là. Ouais, ben en fond c'est ça, c'était un épisode de Brother Love, si je me trompe pas. Puis ouais ça, Big Boss Man a vraiment attaqué Hogan solide là, vraiment avec son bâton de nuit, son nightstick. Ouais. Puis non, il a vraiment fait un numéro sur lui, comme dirait en anglais, un number on him. Puis non, c'était vraiment quelque chose qui était pris comme un big deal à l'époque, là, parce qu'il y avait pas grand monde qui avait accoté Hogan, qui avait un au tapis assez longtemps comme ça. Mm-hmm. Mais ouais, non, c'était un grand événement. Puis évidemment, ils l'ont fait par après avec Earthquake et Hogan, là, au Brother Love Show, qu'il l'attaquait pas de la même façon, mais il l'attaquait quand même au Brother Love Show pour le mettre out of business pour un petit moment. Mm-hmm. Puis non, c'est vraiment ça qui a mis Big Boss Man comme top heel à affronter Hogan, parce que vraiment, à l'époque de territoire, c'est qu'Hogan, il y a tant des monstres à rabattre. Fait que Big Boss Man, c'était un des meilleurs qu'il y a eu vraiment à l'époque, là. Excluant évidemment du monde comme André. Mais sinon, overall, c'est vraiment le gars le plus gros et agile, si on peut dire, qu'il a eu à affronter, puis fait des très bons matchs. Puis avec Hakeem, ça c'était, il y a eu la rivalité avec les Mega Powers, qu'on a vu la fin avec Miss Elizabeth, là, la chicane Hogan, Elizabeth puis Macho Man, c'était contre Hakeem puis Bossman. Ouais, il était impliqué là-dessus sur un 16 main event, je pense, de... Ouais, exactement. Février 90, je pense. Non, je pense que c'est un petit peu. Ouais, 89, ouais. Avant ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, ça c'était cool. Puis c'est cool qu'il soit impliqué dans un des
des plus gros angles de la lutte aussi. Tu sais, Miss Elizabeth, Macho Man, c'était un gros deal. Hogan, Macho Man, c'était un méga deal, méga power. Fait que c'est tout à leur honneur, tout au honneur du Big Boss Man. Puis les Twin Towers, hein? Les Twin Towers, bon nom d'équipe, affrontent les Rockers à WrestleMania 5. Ça, on l'a fait récemment, me semble. On en a parlé, par exemple. Me semble on en a parlé dans Bio de Shawn Michaels, peut-être, hein? Probablement, mais je me souviens pas d'en avoir parlé, mettons. C'est sûr? Parce qu'on avait parlé du match contre Killer, mais je pense qu'on a parlé en détail de ce match-là. Ok, fait que j'ai souvenir qu'il a affronté les Rockers, qu'on avait parlé des Rockers avec Alfredo, mais je suis rendu comme Alfredo, des fois j'ai des petites pertes de mémoire. Ça arrive. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que dans le même moment, comme je disais tantôt, il a affronté aussi Demolition pour les titres qu'ils n'ont pas remporté. Mais sinon, le match Rockers, comment tu l'as trouvé, le match Rockers à WrestleMania 5 contre Twin Tower? Ben, c'était, en fond, c'était comme un showcase pour les Rockers, puis un showcase pour le Twin Towers en même temps, là. Les Twin Towers, c'était vraiment, tu sais, évidemment, ils ont utilisé leur force pour gagner, leur grosseur surtout. Puis, je me souviens d'un spot dans le match, là, c'était un double dropkick, je pense qu'il y avait eu, que les Rockers sur Big Boss Man. Puis, un des deux qui a mistimé son dropkick, il y en a un qui l'a vraiment ramassé vraiment d'en face de même, puis il a fait son comme ça avec sa... C'était vraiment genre comme quasiment un whiplash effect. Okay. Non, je me souviens de ce spot-là, mais sinon le match était correct. Là, c'était genre des deux babyface avec du fire qui se faisaient contre deux gars plus grands, puis évidemment les gars les plus gros puis les plus forts et ça gagnait à la fin. Mais sinon, c'est un bon combat quand même pour les circonstances. Parfait. Fait que ouais, deux bonnes équipes de l'époque. Peut-être Twin Tower n'a pas le mérite que les Rockers ont eu, c'est pas le même genre d'équipe non plus. Fait que t'aimes ou t'aimes pas. Mais In and Out, Bossman continue aussi sa rivalité on the side avec Hulk Hogan. Puis ça me vient à parler d'un match qui est quand même mémorable, que je vais vous parler aussi à la fin de la biographie, parce que comme j'avais dit la dernière fois, j'ai un nouveau truc que je vais vous proposer à la fin de la biographie, fait que je vais vous en parler plus tard, mais ça nous amène à Saturday Night Main Event 1989. Le fameux cage match entre Big Boss Man et Hulk Hogan dans la grosse cage bleue, qui était un gros deal à ce moment-là, pareil, pour Big Boss Man d'affronter Hogan dans cette Saturday Night Main Event, là, pour ceux qui savent pas à l'époque, c'était vraiment un pay-per-view, c'est comme un pay-per-view, c'est comme quasiment un Big Four, là, je pense, là, c'était important le samedi soir, la lutte, puis d'affronter Hogan qui est à peu près seul dans sa catégorie à ce moment-là. Évidemment, tout le monde le savait que Bossman n'allait pas battre Hogan, mais le fait qu'il soit là, moi personnellement, je me souviens pas j'ai écouté le match là, mais je me souviens pas d'avoir connu assez bien la lutte à ce moment-là, puis j'ai pas vraiment checké par après. Comme je te dis, plus tard, je me suis intéressé à Bossman, mais tu sais, s'il y avait pas le podcast, pis s'il y avait pas la biographie que j'aurais faite, peut-être que j'aurais pas fouillé dans des genres de matchs de même. Mais toi, t'avais-tu souvenir vraiment de cette rivalité-là à l'époque, ou? Ben, t'avais-tu rechecké ça, ou? Ben oui, évidemment, j'ai rechecké ça. Des fois, il y a des affaires, genre des DVD qui sortent, il y a des compilations de matchs, je suis sûr que c'était là-dessus, là, comme, je me rappelle, j'avais acheté le DVD Best Saturday Night Main Event, je l'avais acheté. Il était là-dessus, évidemment, là. Puis, deux affaires que j'ai reçues de ce match-là, dans le fond, c'est que c'est dans ce match-là qu'ils ont introduit Zeus la première fois. Ah, c'est vrai? Ben oui. Ouais. C'est lui qui a commencé le match. Il a fait, dans le fond, avant que le combat commence, il était sur les escaliers devant, puis il attendait que l'autre arrive, puis il a comme fait son fameux spot, puisqu'il fait avant de se casser le cou. Puis, Hogan. Puis ouais, puis après ça, c'est ça, il y a ça. Puis aussi, un moment là, vraiment impressionnant, là, c'est qu'ils ont fait un spot du top de la cage, ils ont fait un superplex, les deux. Du top de la cage. Puis tu sais, bon, évidemment, superplex, tu dis ça aujourd'hui, superplex de la cage, bon, Tinder than that, mais à l'époque, c'était quelque chose qui sortait pas souvent. Puis en plus, deux gars de 300 livres et plus, là, qui montent sur le top rope pour faire ça, le top de la cage pour faire ça, c'est impressionnant. Ce qui est encore plus impressionnant là-dedans, c'est qu'évidemment, tu sais, oui, il y a Saturday Night Main Event, c'est là que le match a été vu par plusieurs personnes. Mais ils ont fait le rodage de ce genre de match-là dans les house shows. Ils faisaient ce spot-là à tous les soirs. Fait qu'il a fait ça pendant au moins une vingtaine de fois minimum avant de faire son combat sur la Saturday Night Main Event contre Hogan. Puis, c'est pas un spot, surtout à l'époque quand tu voyages beaucoup sur la route, puis
la médecine est pas mal moins avancée qu'aujourd'hui. Exact, C'est quelque chose qui est impressionnant maudit là, pour des gars d'orteil. Puis moi, je sais pas pour toi, puis tu sais, aujourd'hui, on voit plein de gros spots, tu sais, genre incroyables. Là. On en a parlé cette semaine avec, mettons, Darby Allin qui fait des spots de malade que j'ai tout le temps peur qu'il se tue. Là. Puis tu sais, Jeff Hardy, puis name it, il y en a beaucoup. Mais moi, une superplex, pour moi, ça reste toujours un mot impressionnant. Là. Même une superplex, juste du top rope, pas juste de la cage, je trouve que c'est un... Ça pis une back suplex du top, je trouve que c'est impressionnant encore aujourd'hui. Là. Ouais, quand les deux sont sur le top rope, là, c'était écœurant du superplex, là. Puis il faut que tu sois déjà embarqué sur un ring, pas sur une top rope pour savoir que c'est haut. Ben non, ben oui, c'est pas facile. Sinon, si c'était facile, tout le monde le ferait, hein. Exactement. Hey, c'est pas une annonce, ça? Si c'était facile, tout le monde le fait. Sûrement, regarde, on est en 2022, il y a plein d'affaires qui sont sorties dans le monde, moi, ça arrive quelque part. Travailles-tu en pub, toi, coudon? Non. Encore. Ok, parfait. Le match de Saturday Night Main Event a propulsé notre ami Big Boss Man, parce que oui, c'est notre ami. Propulsé Big Boss Man dans les hauts niveaux. Et pas juste la cage. Pas juste la cage, exactement. Après ça, ça a amené à Big Boss Man à enregistrer de nouvelles vignettes. Et on va essayer de les trouver puis de les mettre dans les commentaires parce que les vignettes étaient quand même excellentes. Des vignettes tournées pour qu'ils deviennent babyface. Tranquillement, pas vite. Il était pas encore babyface, mais les vignettes commençaient à tourner. Et il y avait aussi une nouvelle chanson que vous avez entendue probablement au début en vidéo si YouTube ne l'a pas décidé de nous l'enlever. Mais sinon, en audio, vous allez l'entendre assurément, qui était Hard Times. Hard Times, oui, fait composé par Jimmy Hart. Et voilà. Puis tu sais, vu que tu me dis que c'est composé par Jimmy Hart, ben je vais pouvoir mettre un petit souvenir de Jimmy Hart et Big Boss Man en photo sur... je l'ai ici? Non, c'est pas le bon. Parfait. Fait que je l'ai pas, oui, je l'ai. Et voilà. Ah ben oui. Big Boss Man. Méchant look pour Big Boss Man là-dessus. Avec une casquette de cuir, des pantalons de cuir pis une camisole noire. Fait que... ouais. C'était pas son meilleur look, mettons. On est en 2022, on va dire que c'est correct. Ouais, c'est parfait. Il ressemblait un peu, là, pour ceux qui veulent se l'imager, il ressemblait un peu dans American Pie 3, le gars qui danse avec Stifler dans le bar gay, là. Il ressemblait à ça. Ben, George Michael aussi. Ah, je suis moins fan de George Michael. Mais... son face turn vient subitement alors que Ted DiBiase et sa bande lui demandent de voler le serpent à Jake Roberts. C'est pas ça le problème, c'était pas ça qui l'a fait tourner heel. Non, mais ça... Ça dérangeait pas de voler le serpent, là, c'est après. Ben vas-y, je te laisse continuer, t'as l'air intéressé. Non, vas-y. Ben oui, mais c'est sûr que oui, il y a une affaire avec Slickster, brother, c'est sûr que c'est intéressant. Vas-y. Mais non, ça, pis ouais, c'est, tu sais, au début, parce que, Jake Roberts, pardon, quand tu me dis. Ouais. Il avait, évidemment, il avait eu son serpent, puis DiBiase, il avait enlevé. Puis là, il réussit à le revoir, mais il voulait que le Bossman, il enlevait son serpent pour lui donner à lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a attaché, Roberts au code avec ses menottes, évidemment. Puis il a ramené le snake à DiBiase. Puis après ça, pendant qu'il était content de sa chute, il disait à Slick, c'est parfait, là, je savais que je payais de la bonne argent pour te le donner, pis là. Puis là, il a fait, hein? Comment ça, il te paye pour faire ça? Il dit, moi, je suis pas là pour, voler du monde, l'argent, je m'en fous, je suis pas à l'argent. Il m'achètera pas. Puis après ça, évidemment, il est parti, il a donné sa femme à Jake Roberts, puis son personnage était complété. Ben, tu sais, moi, je trouve ça tellement drôle, tu sais. Il fait des affaires tellement dégueulasses, là, les années d'avant, là, avec le reste du monde, aucun buckle, il frappe ça, il va pas me dire qu'il y avait pas de l'argent pour faire ça, t'sais. En tout cas. Ouais, c'est de la lutte. Ben, moi, je trouve que c'était tellement une belle époque pour les gimmicks. Tu sais, aujourd'hui, tu peux plus faire des affaires de même, là, mais un agent correctionnel, tu sais, c'est parfait, là. On va en parler après, là. Il y a d'autres rivalités qui s'en viennent, là, que c'est des storylines qui s'écrivent par elles-mêmes, là, avec des personnages, là, les 2-3 prochaines rivalités après une autre que je vais parler, là. En tout cas, on va en reparler, je trouve ça parfait, moi. Je sais que c'est cliché au bout, mais ouais, vas-y. Rapidement, ben, on a pas parlé tantôt de sa rivalité, avec Dusty Rhodes, quand il était encore en heel. Il y avait tout avec Dusty Rhodes à WWF, là, puis il a fait des matchs sur Series contre lui.
puis il a fini par y voler Bossman et l'autre avait volé sa casquette puis son nightstick. Il se promenait avec dans ses par après. Il y avait une bonne feud dans le show avec Dusty Rhodes, là, puis même que maintenant à l'époque, Big Bossman c'était un des top 3 de la compagnie, genre toutes divisions confondues. Puis, avec raison. Ouais, il a worké avec les Savage, il a worké avec les Hogan, évidemment, il a worké avec Dusty Rhodes. Dusty Rhodes qui était pas mal d'un top 3 face aussi de la compagnie. Il a feudé ça avec Jim Duggan un petit peu, son préféré. Ouais, je pense, j'ai-tu des photos avec Jim Duggan, mais je pense que ça s'en vient un peu plus tard, là, mais non, j'en ai pas pris que Jim Duggan, là, je sais pas pourquoi. Il y a des très bonnes, il y a des bonnes rivalités underrated, là, en tant que heel, pas juste contre Hogan, évidemment, c'est celle qu'on se souvient le plus, mais non, il y a des bonnes rivalités en tant que heel aussi, là, faut pas l'oublier. Ouais. Tu sais, Dusty Rhodes, j'en ai pas parlé beaucoup, parce que j'en avais parlé plus au début de sa carrière, mais c'est un bon point que t'apportes, pour ceux qui voulaient savoir pour la WWF. Mais non, c'est ça, n'hésite pas là quand il y a des choses de même. Moi, je me suis concentré sur certaines rivalités, évidemment. On parle de tout non plus. Là. Non, on veut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais c'est un super bon point. Puis oui, il est arrivé en même temps que t'avais le Hogan Savage Warrior qui s'en venait. T'sais, il est arrivé avant Warrior un peu, là. Mais Hogan Savage était là, puis c'est dur de faire ta place quand Hogan et Savage sont là. C'est les deux big deals de l'époque. Ça nous amène à un programme à WrestleMania 6 contre son ancien coéquipier maintenant, Hakeem. Donc, Big Bossman contre Hakeem. C'est pas un match que j'ai écouté. C'est pas un match que je me souviens vraiment. Mais, par contre, j'ai vu que ça valait la peine de l'écouter. Ce match-là? Oui. Ah, je l'ai vu. Mais non, je l'ai vu, mais WrestleMania 6. On l'a fait, c'est vrai, hein? C'était ouais. Show qu'on a reviewé sur oui. YouTube. Ah, ça fait longtemps, c'est pour ça, ouais. Excuse. C'était le premier review qu'on a fait au début de la pandémie. Là. Ah, c'est pour ça que je m'en souvenais plus. Elle est finie la pandémie. On enlève les masques aujourd'hui. Ben oui, c'était fait un petit peu avant, à minuit, vendredi soir. Mais dans le top 2 dans le métro, vraiment, pour le continuer à regarder. Pas juste. Parfait, je le prends pas. Anyway, on n'est pas là pour parler de ça. Fait que si vous voulez savoir WrestleMania 6, le match entre Hakeem et Big Bossman, allez voir ça sur YouTube seulement, parce qu'on l'avait pas été en audio à l'époque, mais allez voir ça. Ouais, puis pour continuer son beau babyface turn, Bossman est de tous les combats. Il s'associe même à M. Hogan en étant dans son coin quand Hogan affronte nul autre que le tremblement de terre humain. Et j'ai nommé Earthquake. Moi, je l'aimais bien, Earthquake. Je me souviens encore aussi une vidéo d'Hogan contre Earthquake que j'écoutais dans le temps. Pourquoi j'y retrouve? C'est sûr que j'ai ça quelque part. Ouais, non. Peut-être, demande ça à ta maman, peut-être? Demandez ça maintenant. Ah, c'est bon, parfait. Il y en avait. Attends. Il y en avait, m'attendrai. Mais, ouais, c'est toi, t'es encore, les VHS, j'imagine, hein? Ben, les VHS, il y a plus de temps que j'en avais avant, là. J'en ai peut-être une dizaine, peut-être. Mais non, je suis pas mal sûr que ceux qui t'en parlent l'avaient quand j'étais jeune, là. Mais oui, à la limite, j'avais les vidéos, là. Ouais, fait que de bons souvenirs. Donc c'est ça, tu sais, il s'associe avec dans le coin de Hogan en babyface, puis c'est ça, contre Earthquake. Puis ça va même ouais, exactement. Puis c'est ça que j'allais dire, ça va même aller à un Survivor Series 90 qui était avec Duggan et Tugboat, si je me trompe pas. Ouais. Contre Earthquake, Dino Bravo, The Barbarian puis Haku. Fait que solide match, ça. Ouais, quand même, ouais. Tu sais, tu montres ça à quelqu'un aujourd'hui, il va faire, c'est qui ça? Hey, ça, là, c'était des stars à l'époque, mon kid. Écoute ça. C'est qui ça, Haku? Il a pas l'air tough pantoute. Puis, non, c'est ça. Fait que Survivor Series 90. Puis là, je vais nous propulser directement en 91 avec le Big Bossman, puis qui va commencer une guerre de mots avec celui que t'as fait, la seule biographie que t'as faite, je pense, cette année, si je me trompe pas. En tout, à date. Ouais. D'ailleurs, parenthèse, c'est notre 9e biographie Big Bossman. Ok, parfait. Fait que, c'est ça. Oui. Fait que, commence une guerre de mots avec The Brain Heenan, qui était au commentaire à ce moment-là, et il y avait aussi sa famille. Ouais. Comme on peut le faire. Puis ça,
Ça va nous mener à un match. Ah, puis je le dis tout de suite? Non, je le dis pas tout de suite. Je vais attendre. Ça va nous mener à un match contre Mr. Perfect, entre autres. Donc, Mr. Perfect puis Big Boss Man, quels sont tes souvenirs de ce match-là, mon beau TJ? Probablement, je me rappelle aussi de la storyline, là, comme quoi ça avait commencé avec Bobby Heenan qui arrêtait pas semaine après semaine de faire des commentaires sur la mère du Big Boss Man. Puis il avait vraiment pas plu. Fait que maintenant, c'est ça, même que le match avec Mr. Perfect, oui, évidemment, c'était le match plus important de sa storyline contre Heenan Family. Mais avant ça, il avait battu vraiment les membres de la famille Heenan à tous les pay-per-view qu'il avait fait. Il avait battu Bobby au Rumble, il avait battu Aku, je pense, avant ça aussi, au 16 Main Event. Il avait vraiment battu, donc, c'est comme un peu genre, c'était comme genre le final boss, mettons, Big Perfect. Hein. Absolument. Puis puis évidemment, ce match-là, la rivalité était vraiment fun pour ça. Même que je m'en souviens, maintenant, il y avait je pense que c'était soit Superstar Wrestling Challenge, je me souviens pas trop. Mais il y avait Bobby Heenan qui était au commentaire, puis Bossman était le voir après son combat. Puis il l'a pogné par le collet, puis il l'a amené jusqu'à les barricades à côté du ring, puis il l'a menotté. Puis il l'avait laissé là tout le long du show, tout. Puis c'est là que ça a commencé, évidemment. C'est censé être Monsieur Rick Rude contre Big Boss Man. Mais ils ont fait une couple de matchs d'un house show, si je me trompe pas, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'après ça, Rick Rude est parti pour la WWE. Mais exactement. Je me souviens, c'était vraiment commencé, vraiment le highlight, je me souviens de cette rivalité-là. Puis évidemment, n'importe quoi avec Bobby Heenan en partant, quand tu fais du back and forth vocal, on peut dire, avec lui, t'es capable de tenir ton bout de toi avec, évidemment, ça va faire une très bonne job. Exactement. TJ a très bien complété ce que je voulais dire pour l'affaire des boss, c'est qu'ils ont tout affronté et il a fini avec Mr. Perfect. Mr. Perfect avait remporté ce match-là, hein, je pense, non? Il n'y a pas eu de gagnant par contre, parce qu'il y a un DQ, je pense. Puis, oui, c'est un DQ? Ouais, c'est un DQ, parce que je pense que Barbara est arrivé pour intervenir. Il y avait André qui était venu aider Big Boss Man. C'était André après qu'il s'est tourné contre le Heenan Family à WrestleMania 6, vu qu'on avait joué sur YouTube. Puis c'est ça, fait que non, il y avait eu l'aide d'André Géant. Puis non, c'était un beau moment pour lui, là, même si en bout de ligne, il n'a pas eu ce qu'il voulait, qu'il ait gagné le 7 intercontinental, là, peut-être qu'il était en chute au Canada, faut pas l'oublier. Mais non, c'était vraiment sa rivalité, je te dirais dans top 3 de ses rivalités. Je te dirais pas que c'est sa meilleure, ni sa deuxième, je pense qu'elle a fait comme 3e position. Mais évidemment, sa première c'est contre Hogan. Puis sa deuxième, mais on va en parler tantôt. Ok, parfait. J'allais dire garder pour la fin, mais on sait que ta première c'est contre Hogan. Mais là, je suis content d'arriver là. Je pense que c'est le bout que j'avais le plus hâte de parler. Les 2 prochaines rivalités, là, je vais me gâter parce que quand je disais que les rivalités s'écrivaient tout seul avec une gimmick d'agent correctionnel, un agent correctionnel peut partir facilement en rivalité avec une police montée. Donc, The Monty contre Big Boss Man au SummerSlam de la même année poursuivant. Pas précédemment, mais ouais, c'est ça. Après, dans le fond, la rivalité un peu avec Bobby Heenan et sa gang. Donc, en tout cas, moi, j'ai écouté beaucoup d'affaires sur cette rivalité-là. Oups, c'est pas lui. J'ai adoré la fin de cette rivalité-là. C'était le Jailhouse match où je l'ai écouté. Puis cette rivalité-là, j'ai tellement eu de fun, j'ai ri là. Tu sais, peut-être parce que il y a Jacques un peu là-dedans qui me fait rire. Tu sais, on se mentira pas. Là, à chaque fois qu'on a un Québécois ou quelqu'un qu'on connaît plus près de chez nous, on dirait que il y a toujours quelque chose de plus là. Mais tu vas checker plus aussi là. On va checker plus, mais tu sais, Jacques, tu sais, on parlera pas des défauts du bonhomme là, mais à Monty là, c'est sa meilleure run là, ever, quasiment là. Tu sais. En tout cas, le Monty était écœurant, c'est tout un personnage. Puis contre Big Boss Man, il y avait des méchantes belles promos, des méchantes belles vignettes qui menaient à ce match-là. Évidemment, le perdant se retrouvait en prison pour une nuit. Donc, est-ce que l'agent correctionnel ou la police montée a remporté ce match-là? Ben, les images parlent par eux-mêmes. Donc, Jacques Rougeau a passé une nuit en prison. C'est ça, en perdant le match contre le Big Boss Man. Tabarouette. Le pire, là, c'est que je regarde juste l'image que t'as mis, puis je sais qu'est-ce qu'elle est en train de dire quand tu prends la photo de celle-là. On dit le donc, ouais.
c'est, le gars, il arrive, puis il veut voir ses empreintes, puis tout. Ouais. You want the finger? Here's the finger! Puis il fait un fuck you, puis après ça, le gars de policier, il peint son finger, puis il arrive. Oui, c'est vrai. Puis tu sais, je me suis claqué je faisais un shift de nuit à la job, puis à un moment donné, t'as moins de choses à faire, puis je me suis claqué ça, une coupe de promo, puis j'ai tellement eu de fun. Tu sais, est-ce que c'est ma rivalité préférée? Pas loin. Tu sais, je sais que contre Hogan, c'est gros, là. Mais pour mon fun personnel, les matchs de Big Boss Man en passant étaient quasiment tout le temps bons, ou en tout cas à cette époque-là, étaient très potables. Il y avait pas à se gêner. Mais Monty contre Big Boss Man, je vous suggère fortement d'écouter cette rivalité-là. Pas juste les matchs, là, mais allez voir ça parce que c'est du bonbon, puis ça démontre un peu ce que la lutte peut faire. Des bons matchs, puis des bonnes promos. C'est important de divertir le peuple. Puis, en plus, Big Boss Man est gros et grand, mais Jacques Rougeau il est pas petit. Là. Non, c'est tout un bonhomme, là, Jacques Rougeau, là, il est pas petit. C'est ça. Jacques, c'est un big man. Puis, écoute, d'une police monter un autre, j'ai mis la photo tantôt sans vouloir dévoiler. Il y a eu une autre rivalité par la suite avec le prisonnier cette fois-là. Nails, qui a son propre Hasbro, hein, lui? Ouais, Nails a son Hasbro, ouais. Il vaut cher l'Hasbro de Nails? J'imagine, mais moi, Nails il y a un Hasbro, mais les Beverly Brothers en ont pas. Ben, moi, je trouve que c'est amplement mérité. Non, les Beverly Brothers auraient dû en avoir facilement. Même à coup, il l'a jamais eu. Je pense qu'on n'est pas là pour parler de l'histoire des Hasbro. Ce serait le fun de faire ça. Mais non, ouais. En même temps, cette rivalité-là était nice, là, parce que pendant beaucoup de semaines avant ça, il y avait genre, il montrait des promos genre mystérieuses que tu voyais pas la personne parler, tu voyais pas la personne parler, mais t'entendais ce qu'elle disait. Puis il montrait juste des images de prison, de cellules, pis tout. Puis là, il y avait une voix genre super heavy, genre. Et évidemment, c'est genre une affaire de voix, parce que le gars, ils ont montré des promos par après, qu'il n'y avait pas son affaire de voix dans l'amplificateur. C'était pas lui, dans le fond, il faisait ça post-production après. Ouais, évidemment. Il y avait des voix de même. Puis, oui, vas-y. Est-ce que c'était les débuts de Neil, ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Les débuts de Neil, c'est pas dans la lutte en général? Ben, WWF? WWF, oui, mais comme je l'ai ramené, c'est ça. Okay. Il y avait des promos qui disaient comme quoi Bossman, il a pris avantage sur lui quand il était en prison. Ouais, c'est ça. Ben oui. Quand il était pour sortir bientôt, puis qu'il mangerait sa volée, qu'il aurait enfin sa revanche, puis que Big Bossman, il va être un petit poulet cuit. Puis il y avait un match à Superstars, c'est peut-être que Bossman avait battu un jobber, c'était Dave Roulette. Et puis après, après son combat, évidemment, on a vu un gars qui courait de la foule avec son habit de prisonnier. Puis il a jumpé le railing, puis il a attaqué Big Bossman, puis c'est en 91, en 92. Début 92, ouais. En début 92. Excuse, non, c'est pas vrai. C'est plus presque fin 92 parce que leur match, il y a un match à Survivor Series entre les deux, si je me trompe pas. 92, ouais, mais s'il y a un match mais c'est en novembre, ils ont fait ça avant ça. Je pense qu'ils ont fait ça peut-être au mois d'avril, je pense, de 92. Ok, ouais, c'est ça. Ok, parfait. Ouais. Bref, fait ça, puis il est arrivé dans la foule, puis il a pris le Bossman, il a choqué avec son nightstick, puis en 91, là, à part quelques exceptions, surtout quand les affaires avec Hogan, avec Earthquake, puis Bossman, on avait parlé tantôt, mais il n'y a pas de grand beatdown de même à WWF à l'époque. Là, c'était quelque chose de vraiment dark là, qui est arrivé en plus à Superstars, là, genre l'émission où il y a plus de d'écoute tout presque. Là. Puis c'est vraiment été un beatdown de genre au moins 3-4 minutes comme faut. Puis il l'a menotté, il l'a choqué, il fait beaucoup de coups de matraque. Même il y avait des photos de WWF Magazine par après, puis l'autre il y avait des gros black eyes. Ça je me souviens, ouais. Je me souviens de ça, probablement un magazine que tu avais amené à l'époque chez nous que j'avais checké, parce que je me souviens j'ai comme le flash de ça. J'aurais dû sortir avant de... Non, pas penser. Mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est ça, puis c'est vraiment un big deal, là, puis évidemment, on se le cachera pas que le gars qui faisait Nails, en bout de ligne, il était pas bon dans le ring, il était dégueulasse. Ouais.
Mais je sais pas si c'est une limitation pour son, tu sais, parce qu'évidemment, quand t'es un prisonnier pis t'es un personnage qui sera pas des fins, graviter la troisième corde pis d'en faire la même, fait que, peut-être qu'il était genre pour le style de son personnage, qui est en fond un prisonnier, il va te choquer, il va te taper sa gueule, pis tout mal tout. Puis non, fait que non, puis vraiment là, c'était de quoi tout en 92, j'avais quoi, j'avais 6 ans. Disons que ça te marque pas mal un petit kid là, de voir un gars se faire ta gueule de même, surtout quand le gars il a l'air d'un esti qui monte en plus. Ouais, c'était pas mal basé aussi, il voulait faire ça un peu plus réaliste là, fait que le fait qu'il finissait avec Jacques puis que là après ça c'est le prisonnier qui l'attaque, fait que c'était comme quelqu'un qui s'attaque à la loi un peu là, fait que ouais, très réaliste, même si c'est pas le meilleur match là. Ouais, c'est ça, j'espère que Kness était pas bon, c'est bon. Ouais, puis c'est ça, comme je disais tantôt, s'ils sont affrontés à Survivor Series, et j'imagine que tu te souviens dans quel genre de match. Ben oui, un nice take on a pas de match, justement, on parlait de ça tantôt. Un bon tour de nuit sur le côté. Exactement. C'est fun de dire bâton de nuit. Bâton de nuit, ouais, c'est pas peur. Un nice take, ben oui. Ok. Fait que, évidemment, sans surprise, Big Bossman avait remporté ce match-là, si je me trompe pas. Oh, il avait gagné, il avait battu avec son finish clean, puis ouais. Puis, c'est ça, Big Bossman remportait souvent des matchs contre des personnes que ça faisait pas mal à accompagner, mais quand c'était les gros gars, ils étaient plus là pour les mettre over, mais ils paraissaient pas mal non plus, fait que... Ouais. Puis après ça, c'est ça, tu sais, après ça, ça a été plus difficile pour la Bossman, là, il y avait les nouvelles stars qui arrivent, la nouvelle génération, si on veut, c'était 92, 93, t'as Bret Hart qui arrive, t'as Shawn Michaels qui arrive, t'as Razor qui arrive, t'as 1, 2, 3 Kid, Yokozuna. Fait que... Après, dans le fond, la rivalité avec Ness, ça devient une grosse rivalité qu'il y a de BF avant son retour en 98, là. Ouais, mais non, c'est ça, tu sais, il y a eu Nails, puis après ça, ben, il était là pour mettre du monde over, là, tu sais. C'est ça que j'allais dire, tu sais, il s'est battu contre tous les gars que j'ai nommés. Il les a mis over, quand les gars avaient besoin d'une victoire, ben, les gars paraissaient bien, le match était pas dégueulasse, puis c'est juste que pour la carrière de Big Bossman après, c'était un peu plus difficile, là, mais tu sais, ça, c'est... Deux petits choses avant de continuer. Ouais, avant de continuer sur après ça, tu parles de ton parcours à la WCW après ça, j'imagine? Non, il y a un autre passage après. Ok, parfait. Fait que c'est ça, fait que dans le fond, Big Bossman, vers la fin, après la rivalité contre Ness, a commencé à battre de l'aile un peu. Puis aussi, pour rappeler aussi qu'un de tes matchs préférés de Royal Rumble 93, c'était Big Bossman contre Bam Bam Bigelow. C'est un match de la soirée, ce pay-per-view là, puis pour ceux qui veulent le voir, ben allez voir ça sur la chaîne YouTube, puis sur Apple Podcast, Spotify, qui est là. Puis non, fait je me rappelle, sa dernière apparence à la télévision de WBF, si je me trompe pas, c'était un match, ben on a fait un squash match avant ça. Je pense qu'il se battait contre Doink, je pense, par après, dans House Show. Doink, il avait fait courrier Bossman dans l'entour du ring, et il avait mis une genre de ficelle, genre où ce qu'il y a l'entrée, une ficelle invisible. Il a comme pourchassé Bossman, puis Bossman, il a comme trébuché sur l'affaire pour tomber sur la face. Je pense que c'est sa dernière affaire qu'il a faite de WBF à la télévision avant de partir. Mais je me rappelle encore. Mais tu me connais bien parce que, comme je t'ai dit, à la fin, il y a quelque chose que je vais faire, puis tu me connais bien que Bam Bam Bigelow puis 1993, ben, je l'ai gardé pour plus tard. Après ça, en 93, malheureusement, le Big Bossman, comme tu disais, ça allait de plus en plus vers le bas. Donc, évidemment, c'était aussi la fin de son contrat. Contrat qui n'a pas été renouvelé par Vince McMahon et la WWF à l'époque. Donc, Bossman a décidé de retourner au Japon, où ce qui a repris le nom de Big Baba, mais garde la gimmick du Big Bossman. Puis il va teamer entre autres avec Dan Hansen et Steve Williams, qu'on avait aussi qui avait aussi vu dans ses débuts. Et oui. Tu dis Dan Hansen, t'as dit? Non, j'ai pas dit Dan Hansen, j'ai dit Dan Hansen. Ok, parfait. Puis comme tu disais au début du podcast, Steve Williams était Dr. Death, Steve Williams était un big deal au Japon. Évidemment, quand que Bossman, Big Baba est retourné là, a recroisé le fer avec Steve Williams. Mais ça n'a pas duré longtemps au Japon, quelques matchs tag team, et Jim Cornette, qui était à ce moment-là 93-94 avec la WWF, a tenté de ramener le Big Bossman à la WWF, mais dans le fond il a refusé de la WWF et a plutôt décidé
de s'en aller à la WCW, où ce qui se fera nommer The Boss, et qui sera avec sa première rivalité à WCW en tant que The Boss, c'était contre Rick Rude, le super... Ils ont continué leur feud qui ont pas fini à WWF à WCW. Ouais, exact. Mais par contre, ça a pas bien été à ce moment-là pour Big Boss Man et en fait pour Big Baba et la WCW, parce qu'en 94, oui, il avait changé de nom, mais il avait pas changé de gimmick. Donc la WWE a envoyé une lettre à la WCW en blanc disant non, ça c'est du copyright, mes amis, c'est notre Big Boss Man. Fait que c'est ça. À ce moment-là, il avait complètement changé. Il avait changé complètement de nom. Il s'avait appelé The Guardian Angel. Mais oui, vas-y. Oui, vas-y. De l'OBF, puis on dit évidemment non, c'est nous autres qui a copié ça. Mais savais-tu que Nails a fait un match à WCW? Qui ça? Nails a fait un match à WCW après qu'il soit parti de l'OBF. Non. Il s'appelait le prisonnier. Il avait été un peu plus vieux contre Sting, si je me trompe pas. Puis il était habillé pareil. Il avait son même jumpsuit que le WF, le orange avec son numéro. Il juste pareil comme lui, sauf que ça s'appelait le prisonnier. Puis ils ont rien dit. Ben, il a juste fait un match, je pense. Je sais pas si ça a à voir avec toi. Peut-être qu'il était juste pas bon. Mais ils se sont dit, Nails, ça fera pas une grosse affaire, noise. Ouais, c'est ça. Mais non, fait que c'est ça. Fait que j'ai juste trouvé ça drôle quand t'as dit ça il a fait ça par après aussi. Mais ça, ça arrivait souvent là, qu'ils tweakaient là, les affaires. Là, ils l'ont fait avec Scott Hall et Kevin Nash avant que WWF ils disent encore une fois non, ça marche pas de même. Mais tu sais, au début, Scott Hall et Kevin Nash, c'était comme des autres qui Ramon. Tyrone avait parlé dans Build Razor en plus. Surtout Scott Hall, avec la même voix, puis le cure-dent, la même voix, tu sais, puis... Mais tu sais, c'est toujours intéressant quand ils font ça. Quand t'as quelque chose qui marche en même temps, tu peux pas changer, tu sais, c'est con d'avoir une gimmick over puis de changer complètement, fait que t'essaies de la tweaker peut-être un peu pour que les fans ne veulent pas nécessairement voir quelque chose d'autre, mais dans le cas du Big Boss Man, c'est quand même bien débrouillé. The Guardian Angel, je suis pas sûr, comme nom. Mais ça nous a amené une très belle rivalité de Big Men. En parlant de Big Men, Big Van Vader à la WCW. On peut voir merveilleux moonsault de Vader sur Big Boss Man, The Guardian Angel. Rivalité avec Big Van Vader à l'époque. Là, on voit son changement de costume qui était vraiment... on le voit avec Jim Duggan. C'était vraiment un suit, chemise blanche, pantalon noir, bretelles, parfois cravate, chemise tout le temps un peu ouverte. Puis c'est ça, c'est encore un beau look. Là, c'est quand même bien réinventé pour ça. Mais c'est ça, une grosse rivalité contre Big Van Vader. Ça, c'est un match que j'ai pas checké, mais j'ai eu des bons commentaires. Puis moi, tu le sais, Vader, j'étais un gros fan, puis je t'avais demandé aussi pour Twitch de trouver des matchs du Japon. Là, je te vois sauver. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu dis que t'as jamais vu le match Big Boss Man contre Vader, mais c'est pas vrai. C'est vrai, je l'ai vu. Il était dessus. Je me souviens, je sais pas si c'était pas bon en 94, ça se peut. Non, mais ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, j'ai tellement vu le match que dans 2 dernières années, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que j'allais dire avant ça, c'est Big Van Vader contre... ça m'a fait perdre mon idée ici. C'était à quel pay-per-view déjà? Rappelle-moi donc. C'est ça que je pense que c'est Fall War 94, mais je suis pas sûr. On n'a pas fait Fall War 94, on a fait 96. En tout cas, on va checker quel show que c'était, là, continue tes... Check, parce que moi je pense que j'ai raison pour une fois. Mais je suis pas 100% sûr. Mais je vais continuer quand même plus loin après Big Van Vader. Je vais passer pendant que tu continues. En 95, il va encore changer de nom. Suite à son heel turn. Il va retourner au nom Big Baba Roger. Puis il va avoir une rivalité. Une très bonne rivalité contre Sting. Surfer Sting, évidemment, dans le temps de WCW. Fait que une rivalité quand même assez intéressante, match assez bon, chose que je vais vous proposer un petit peu plus tard. Mais évidemment les deux ont eu
pas une longue rivalité, mais assez décente quand même pour le temps. Puis ils ont eu un match, je pense que c'était, si je me trompe pas, c'était à Uncensored 1994 ou 95, ouais. Plus 95, ouais. Uncensored 95 entre Sting et Big Baba Roger. Donc, tu sais, Hogan, Sting, des gros noms, là. J'ai trouvé Star Wars 94 qui avait ce match-là, le Guardian Angel contre Vader. On l'a fait, ça. Hein? Ouais. Parfait. Là, tu vois. C'est pas grave, c'est des détails, ça. Mais je m'en souvenais pas du match. Fait que peut-être que je portais moins attention, là, mais tu vois, là, je vais porter attention au Big Boss Man à l'avenir. C'est vrai, parce qu'il va te donner un coup de bâton de vie. Ouais. Là, après ça se gâte un peu. Il y a eu plein de moments. Là. C'est ça qui est plate un peu que la WCW, c'est que... Puis ça, c'est une affaire que... Je sais que c'est personnel à moi, là. AEW, je trouve que ça va donner le même genre d'affaires. Là, c'est moins décousu, là, on s'entend. Là. WCW, c'était over the top, pas à peu près. Mais souvent, quand tu vas chercher un gars d'une autre fédération ou que un gars fait un transfert de fédération, on dirait que c'est toujours le fun au début, mais après ça, ça prend des chemins, puis après ça, oups, tombe dans le trou, puis on n'entend plus parler. Quelqu'un vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, là? Non, je t'écoute, moi, je t'écoute. Non, t'as quelque chose à rajouter, vas-y, rajoute-les. Mais tu sais, quand tu signes du monde, c'est pas tout le temps les mettre en l'avant-plan non plus. Tu peux pas mettre tout le monde World Champion pis Tom World Contender pis la belt non plus. Il faut du monde pour certaines affaires différentes dans ton affaire, même si je te l'accorde qu'il signe beaucoup de monde, là. Mais tu sais, il peut pas signer 15 personnes pour avoir ces 15 personnes dans le main event la même soirée non plus. C'est impossible. Non, mais c'est souvent des saveurs du mois. Puis tu sais, on dirait que t'es voix, genre, le premier 4-5 mois, puis après ça, c'est comme si c'est fini. On n'entend plus parler ou... Ouais, mais évidemment, faut qu'il y ait un roulement qui se fasse à un moment donné, là, avec des fresher names, mais en même temps, ceux qui mettent à l'avant-plan le plus, c'est du monde qui sont prêts pour ça. Tandis que pendant ce temps-là, que le monde qui sont prêts pour ça sont à l'avant-plan, mais les autres se développent, puis évidemment, ça fait le futur, la fédération qui continue à build. On verra. Mon baptême, on verra. Bon, on voit déjà. Encore. Ouais, mercredi, je le vois. Un monster là-dessus, hein, que dans 5 ans, ça n'existera plus, cette fédération. Calme-toi, parfait. 2022, donc en 2027. C'est terminé. Ok. On a Parfait. fait cette bête-là avant. Là. Oui, on l'a fait avant, mais en 2022 qu'on l'a fait, non? Je m'en souviens pas qu'on l'avait fait. Ah ouais, ça peut être en 2026, ça sera déjà plus là. Bref, on va retourner au Big Boss Man. Big Boss Man, après ça, se retrouve dans 2 stables, Dungeon of Doom dégueulasse. Dungeon of Doom, ben, je vais te laisser parler de Dungeon of Doom. Ben, en fait, non. C'est pas vrai. Attends un peu. Non, on n'en parle pas de Dungeon of Doom, c'est dégueulasse. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Dungeon of Doom, PJ? Ben, c'est une faction avec genre Kevin Sullivan, puis le Shark, puis Zodiac, puis Kamala, puis tous les jambonneaux là, qui ont des gimmicks de montre, si on veut. Là. Le seul là-dedans, Dungeon of Doom qui avait de l'allure, c'est il y avait Vader dedans, puis il y avait évidemment le Giant. C'était les deux seuls, le reste c'était toute la chenoute, le Hugh Morris, Conan, mais j'ai eu un tout le temps bon, ça c'est correct. Mais non, c'était la faction qui était là pour tuer Hulkamania pour de bon. Et évidemment. Ben, en même temps, ils ont pas réussi, mais ils ont comme réussi parce que pendant qu'il est en plein milieu de leur feud, ben, Hogan a tourné heel pour qu'il ait NW. Je suis en train de regarder, là, c'est pas off topic, mais un petit peu, là. Je suis en train de regarder une chaîne YouTube qui s'appelle Wrestling Bios. Puis c'est évidemment, là, je suis en train de checker les Reliving the War. C'est une affaire qui à toutes les semaines, ils comparent Rock et Nitro. J'en vois beaucoup de l'affaire de Dungeon of Doom, puis c'est dégueulasse. Non, c'est clair. Surtout, la rivalité contre Chris Benoit et Kevin Sullivan qui a duré quasiment 1 an, là, au grand complet, là. Je te dis que maintenant, là. Ouais. T'en as pas pour ton argent, hein? Well. Puis évidemment, Bossman était un des nombreux membres de la NWO, mais ça, on s'arrêtera pas là-dessus parce que ça a été comme n'importe quel membre. Il a juste été là, puis il a été figure de...
Exactement. Il faisait juste... c'est un figurant, parmi tant d'autres. Et en 98, la WCW décide de, encore une fois, ben, je dis encore une fois parce que c'est arrivé à WWF, ils n'ont pas renouvelé le contrat du Bossman. Donc, le Bossman se retrouve free agent. Mais, là, on rentre dans une autre ère, mon cher TJ, l'ère qu'on a connue plus dans notre adolescence. Et Vince McMahon qui aime bien ramener des vieux confrères, des vieux qui a confiance, qui sait qu'est-ce qu'ils vont lui donner. Un bon vétéran. Ses anciens amours. Et donc, ramène donc Big Boss Man à la WWF, encore à cette époque-là, 99. Va le ramener et va le changer un peu. Changer un peu de look. Bossman 99, qui était un précurseur à The Shield, mon cher TJ. Ouais, c'est leur mononcle. C'est ça. Fait que, techniquement, Bossman est dans le Shield. Ouais, ça aurait été malade dans le même temps. Ça aurait été fou en Chris, là. Ouais. Fait qu'évidemment, là, on est en plein cœur de Austin McMahon, la grosse rivalité que TJ dit que c'est la meilleure rivalité de la lutte. Je serais curieux de savoir si nos fans pensent ça. Probablement que la moitié pense ça, ou le 60% pense ça. Peut-être même plus. Ouais. La majorité, je pense. On demandera maintenant, on essaiera de pogner les 4-5 meilleurs, on fera un sondage là-dessus. Je suis quand même curieux, là. T'sais, on sait que ça peut varier, là. Il y a personne qui va nous dire que Dungeon of Doom, c'est dans la meilleure rivalité avec quelqu'un, par exemple. Si c'est le cas, j'espère qu'il va se désabonner tout de suite. Mais c'est ça. Vince McMahon rapatrie Bossman, et évidemment, des gros matchs contre Steve Austin, puis encore là, Bossman tient son bout. Et plus nécessairement le Bossman qui était à l'époque, mais encore capable de livrer des bons matchs. Là, tu t'as affronté Hogan, t'as affronté Sting, là, t'affrontes un autre, une star générationnelle, comme qu'il l'appelle dans les sports hockey, football, qui passe à tous les 5-10 ans. Le Connor McDavid de Sidney Crosby de son époque, si on veut. On va dire Sidney Crosby parce que... Ouais. Ben, Sidney Crosby parce qu'il a quand même été blessé souvent, Austin. Fait que, on va dire Sidney. Mais, non, c'est ça. Moi, j'ai quand même des bons souvenirs de ça. On en a parlé récemment dans des différents podcasts avec Vince McMahon aussi, que, tu sais, dans le temps que Austin se battait pour la compagnie, puis que Vince voulait renvoyer Austin, puis Bossman était dans la boxe aussi, je me trompe pas, dans ce moment-là. Il était-tu dans la boxe avec Vince McMahon? Dans le box. Tu sais, dans le genre des loges, là. Il surveillait Vince dans ce temps-là. Ouais. Il y a un moment où je me souviens que Vince était en chaise roulante puis que Bossman l'a poussé aussi. Tu te souviens de ça? Ouais, ça oui, là, avec Briscoe Patterson, Mr. McMahon. Fait que... Puis là, dans ces moments-là, il y avait aussi une faction qui avait plusieurs lutteurs avec Vince McMahon qui étaient là. Écoute, il y a eu... C'est l'attitude era, là. Il y a eu pas mal de va-et-vient, mais question quiz pour toi, ça je sais que tu vas l'avoir parce que tu es quand même pas peu là-dedans. Mais je veux que tu laisses un 4-5 secondes au monde pour répondre. C'est bien ça. On va laisser un 4-5 secondes. À cette même époque-là, avec qui Big Bossman remporte les ceintures par équipe? 4, 3, 2, 1... Ah! Oh my word! Et c'est une bonne réponse! Ouais, Ken Shamrock. Fait Ken Shamrock puis Big Bossman. Ken Shamrock, à l'époque que Big Bossman avait sa première... Ben, c'est la même gimmick techniquement, mais s'il avait été dans le temps que Big Bossman a commencé, Ken Shamrock aurait été un bon client pour Big Bossman avec les Nails et les Monkeys de ce monde, je pense. Ah ouais. Elle aurait pu être un freak, ça aurait pu être même... Imagine tu remplaces Nails par Shamrock, que c'est Shamrock le prisonnier, mettons. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? La gimmick du gars... La psychiatrie, peut-être, au pire, là. Ouais. Mais... Ça aurait été un drôle de fit, je trouve, mais ça, je sais jamais. Je pense que ça aurait été bon. Tu savais que Ken Shamrock, avant de faire du UFC, il était lutteur avant aussi. C'était un lutteur olympique, là. Non, c'était vraiment un lutteur professionnel là, avant ça, là, Ken Shamrock, là, avant la UFC. Là. Il avait lutté où?
Moi, checker pour toi, là, mais non, c'était vraiment un worker avant. C'était pas juste un gars de UFC qui avait de WBF sans faire de lutte avant. Là. Il a fait, au début des années 90, je pense qu'il luttait les indies américains. OK. On va dire ça. OK, mais moi, j'ai toujours trouvé bon Ken Shamrock de toute façon. J'ai toujours trouvé qu'il faisait bien la job. Ma rivalité préférée Ken Shamrock est contre The Rock. Je pense que... Je sais pas pour toi, là, mais... On parle pas de Ken Shamrock aujourd'hui, mais moi, ma rivalité préférée, c'est contre The Rock. Pas mal sa plus grosse. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Il a été champion avec Ken Shamrock par équipe. Avant, il y a eu aussi une autre ceinture 4 fois, mais avant d'arriver à là, on va juste parler d'un match, ma foi, qui nous a marqué, puis peut-être pas pour les bonnes raisons, qui était à WrestleMania 15, où ce qu'il avait affronté Undertaker dans un LNSL match. Selon moi, un match LNSL qui était aucunement nécessaire pour ce match-là. Surtout en 2 Hill aussi. En 2 Hill, puis dans le fond, ça c'était un peu dans le temps de que les deux s'avaient associé. Là. Mm-hmm. C'était la Ministry puis la Corporation, dans le fond, Corporate Ministry. Ouais. Fait qu'ils réglaient leur cas. Ouais, t'as trouvé l'info, c'est ça? Ouais, mais avant, le Corporate Ministry, c'est arrivé après la LNSL, là. Ouais, mais c'était quand même dans les mêmes temps, là. Ouais, parce qu'au début, la Corporation puis la Ministry, ils feudaient un contre l'autre. Ouais. Jusqu'à temps, évidemment, que le gros reveal de It's me, Austin! Puis qu'on se rende compte que les deux travaillent ensemble depuis le début, Vince puis Undertaker, pour faire ça au complet. Là. Ce qui fait aucun sens. Je pas mais non. 6 mois qu'il a dit avec quelle affaire qui est arrivée, mais en tout cas. Mais j'ai trouvé, oui, l'information que je te dis. Ouais. Ken Shamrock était lutteur avant ça. En 1988, il s'est entraîné avec Buzz Sawyer pour devenir lutteur professionnel. Il a commencé en 89 à la Atlantic Coast Wrestling sous le nom de Wayne Shamrock. Et après cette fédération s'est terminée, il a été à la South Atlantic Pro Wrestling. Puis après ça, de 90 à 93, il a été lutté au Japon. OK. Puis après ça, évidemment, il s'est entraîné après ça pour les Olympiques, je pense. Puis, évidemment, US. Donc, there you have it. Et TNA, etc. Ben, TNA, c'est après WBF. Ouais, non, je sais. Mais ouais, belle carrière quand même pour Ken Shamrock. Peut-être qu'un jour on fera sa bio, qui sait. Who knows, comme ils disent. Fait que, ouais, c'est ça. Puis on se rappelle surtout de ce match-là à WrestleMania 15 pour le ending de ce combat-là. Désolé aux âmes sensibles sur YouTube. J'espère qu'on sera pas coupé. Mais c'est ça, ça finit avec évidemment Undertaker qui remporte le match. Et qui peint Big Boss Man une image assez troublante. Quand même, là. Fait que, évidemment, il était pas pendu pour vrai, il était attaché avec des câbles, là, mais c'est ça. Puis à ce moment-là, si je me trompe pas, il y avait pas Edge sur le top de la LNSL qui montait en même temps. La Brood, ouais, c'est ça. Ouais, puis Edge est resté pogné pis tout. Mais moi, ce que je trouve encore plus pas troublant un peu de cette affaire-là, c'est qu'ils ont fait cette affaire-là. Puis tout de suite après que l'autre il est montré qu'il était au plafond de l'aréna, entendu. Puis c'était Michael Cole qui était commentateur, il dit bon, voici les images du Rage Party qu'il y a eu hier. Wow! Méchante belle transition, hein? Ouais, merci beaucoup, Michael. Hein? Michael Tools, comme tu l'appelles. Ouais, Michael Tools. Puis c'est ça, fait que pas vraiment c'est pas le bon Big Boss Man qu'on a connu, c'est un peu décevant, surtout un match contre Undertaker qui aurait pu être un bon match, mais je pense que les circonstances, heel contre heel, LNSL pas nécessaire, ending pas nécessaire, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on se rappelle de tout ça, mais pour les mauvaises raisons. Je pense qu'avoir eu ce match-là autrement, autre temps aussi, je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Puis c'est ça, tu sais, là on va rentrer dans une période où c'était quand même cool, mais les vrais fans de lutte, c'est pas les meilleurs moments du Big Boss Man. Mais comme je parlais tantôt, autre des championnats par équipe avec Ken Shamrock, Big Boss Man a été champion hardcore, ceinture qui a été quand même populaire dans l'Attitude Era pour de nombreux segments cocasses et aussi extrêmes à l'époque. Fait que 4 fois champion hardcore, je trouve que ça va quand même bien que la gimmick qu'il y avait de gars tough. Fait que
c'est une ceinture qui colle quand même bien. Des bons matchs. Des bons matchs hardcore sans nécessairement être des classiques, là, ça reste des matchs hardcore. Mais par contre, on va mettre un bon sur tout ça, pas un bon sur tout ça, mais un black eye sur tout ça. Puis on va parler d'une rivalité que ceux qui savaient pas c'était quoi vont trouver ça assez dégueulasse. Puis allez voir des vidéos de ça. Évidemment, je parle de la fameuse rivalité avec Al Snow. Écoute, c'est une des affaires, je pense, les plus ridicules que... Puis il y en a eu beaucoup d'affaires ridicules dans le monde de la lutte, là, qui a été faites. Mais ça a été... puis Big Boss Man en a deux, hein. Des affaires ridicules de storyline. Et l'autre qui suit après, là. On va en parler. Mais dans cette... Ouais? Le deuxième est un peu moins pire, à mon avis, là. Ouais. Ouais, il y a juste un moment, ouais. Un petit peu, ouais. Un moment qui est très dégueulasse, mais celui-là, c'est quasiment toute la storyline au complet. Et évidemment, ça commence avec le Big Boss Man qui kidnappe le chien Pepper de Al Snow. Là, il y a eu d'autres choses avant ça aussi, mais tu sais, le gros de la storyline, c'était ça, là, qu'il kidnappe son chien, puis qu'un moment donné, il finit par y apporter de la bouffe à sa chambre, dans un restaurant, je pense, ou sa chambre d'hôtel. Ouais, il y avait un rapport pour Al Snow, là, pour s'excuser, là, d'avoir kidnappé son chien Pepper. Il dit, hey, ton chien Pepper, c'est moi qui l'ai, là, viens, on va manger, on va parler de ça, mais c'est moi qui l'ai. Puis finalement, ça s'est retrouvé que dans l'assiette, c'était Pepper. C'est lui qui l'avait. Il l'avait, puis Al Snow l'a eu aussi après, mais dans l'estomac. Ouais. Il a fait manger son chien à monsieur Al Snow. Puis le pire là-dedans, c'est que je pense que c'est une légende urbaine, là. Mais ça a l'air que c'est un genre de spin-off, si on veut, sur un rib que M. Fuji avait fait amener à quelqu'un, qui avait fait manger son chien à quelqu'un, je pense, en faire de même. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, fait que je pense que c'est un clin d'œil. C'est clin d'œil, c'est comme ça, c'est gentil, là. Mais c'est comme ce qui est arrivé en vrai avec M. Fuji, je pense qu'ils ont fait ça comme storyline, là. Mais, tu sais, en même temps, oui, c'est dégueulasse. Mais ça, c'est-tu de la hate en maudit pour un lutteur, ça? Ouais. T'as-tu le goût de le voir se faire casser la gueule après ça? Tu sais, non seulement ça, il a kidnappé le chien, il l'a tué, il l'a fait manger au gars, puis il a cassé la gueule après, t'sais. Ouais, c'est peut-être un peu too much, par exemple. Hein. Ouais, non, je comprends, mais qu'au côté hit à l'époque, surtout que tu sais, on parle de ça, mais c'est de l'attitude d'Era, là, on s'entend, là, c'est pas Golden Era, c'est pas New Generation, c'est vraiment attitude d'Era, fait que c'est moins mal vu que ça a été n'importe quelle autre époque par après ou par avant. Mais non, c'est de la méchante hit, ça, pour un lutteur, là. Surtout que un gars que le monde, tu sais, qui était pas mal aimé tant que ça avant, tu sais, oui, le monde aimait ça le détester. Tu sais, je suis sûr que t'as n'importe qui, spécialement Big Boss Man, il t'aurait sûrement dit oui, que c'était, on sait que j'ai un personnage, mais c'est un esti de bon gars. Mais avec ce storyline-là, ça a comme fait un peu changer de vent de base, si on veut, pour Monsieur Ray Big Boss Man. Ouais. Exactement. Puis, c'est ça, tu sais. Puis, ce qui est le plus bizarre, c'est pas, tu sais, oui, c'est le chien, mais, tu sais, après ça, il y a un match qui était pas nécessaire, puis ce match-là s'est passé à Unforgiven. Écoutez, c'est un propos comme review pour ce match-là. Écoutez, il y a une LNSL, il y a le ring. Il y a une LNSL, on sait que la LNSL, il y a beaucoup de place en bas du ring. En dedans de la LNSL, collé sur le ring, il y a une cage bleue. Puis en bas de ça, il y a des chiens. Avec des gardes de chiens. Le but du match, c'est de sortir de la cage bleue puis de la LNSL. Fait que sortir de toutes les cages sans que les chiens t'attrapent. En théorie, c'est un principe quand même cool, là, en théorie. Je sais pas si c'est cool. Je sais pas. Ben, moi, je trouve ça quand même spécial, là. Tu sors d'une cage, t'es entouré d'une plus grosse cage, t'as des chiens de garde qui pourraient t'arracher à la jambe si tu sors. Moi, je trouve ça, c'est dégueulasse, en discussion, c'est vraiment pas bon, là. Mais je trouve pas si mauvais que ça comme concept, là. Je sais bien que c'est juste un one-time deal, évidemment, là. Mais non, c'est pas une mauvaise idée. Le visuel était quand même cool pour ça, là. C'est spécial, là, quand même, là. C'est qui bouquait à cette époque-là, Rousseau? C'est des fortes chances, ouais. Là, on voit les images sur YouTube, si vous êtes là, là. Tu sais, j'avoue que le... Ouais, c'est les chiens. Ouais, ça, les chiens étaient entraînés, oui, mais
À toute fois qu'il montrait, il disait, c'est des chiens dangereux, fais attention, puis tu voyais qu'il se touchait le trou de cul, puis il chiait à terre, puis enfin, même. Ouais, il pissait, il chiait, puis ouais, c'est ça. À part japper, là, il faisait rien de dangereux, il faisait juste japper, puis il venait entre eux autres, puis c'était pas des chiens de garde vraiment. Ils ont pas vraiment entraîné pour ça non plus. En même temps, tu sais, t'amènes un chien, un pitbull, un Rottweiler devant une foule de 50 000 personnes, tu sais, ça t'attend pas qu'il te fasse facilement non plus. C'est quand même impressionnant pour le chien aussi. Là, c'est un animal, c'est pas un être humain, là, tant que ça. Mais c'est ça. Puis c'était pas nécessaire là, de. Les chiens étaient pas nécessaires là-dedans. Je comprends pourquoi. Là, ça me peut un peu penser. Il y avait pas une affaire avec Roman Reigns aussi que le faisait manger de la bouffe de chien. Là. Ouais, même parce qu'il s'appelle le Big Dog. Là. Le Big Dog, là, mais tu sais. À la limite, il aurait dû faire ça avec ça aussi. Là, ça aurait été. Mais je sais pas. Oui? Ça, ce feud-là, c'était pas Baron Corbin, ça, le dernier gars à avoir piné Roman Reigns? Ouais, le dernier gars qui va jamais avoir piné Roman Reigns parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui va le piner jamais. Mais oui, c'est sûr, il a la langue dans la poche du boss. Je pense qu'il va prendre sa retraite en tant que champion. Impossible. Bref. Mais non, c'est ça. Ouais, c'est ça. En parlant de licheux de cul de boss. Parfait. C'est American Dream, baby. Bon. Toi, il est pas bon sur le Fury. Ah non, je sais. Anyways. D'une rivalité mauvaise à l'autre rivalité, j'ai pas mis de photo là parce que, je sais pas, je me tentais pas là, puis je trouve ça quand même assez dégueulasse là, un peu là. Rivalité contre Big Show. À l'époque de cette rivalité-là, si je me trompe pas, c'était dans la storyline, mais hors storyline, le père du Big Show était mort. Pour de vrai. Ouais. Fait qu'ils ont amené ça en kayfabe un peu, si on veut. Ils ont amené ça un peu le kayfabe dans le kayfabe, la storyline dans la réalité. Puis le Big Bossman a comme crushé les funérailles du père du Big Show. Puis avant ça aussi, avant ce coup-là, là, il avait été voir la mère du Bossman, la mère de Big Show, puis il avait avoué qu'il était un bâtard, puis qu'il était adopté. Puis, ouais, c'est vrai. Son père l'aimait pas, puis tout. Puis il avait même engagé un agent de sécurité, là, un policier, pour aller voir l'autre, puis aller voir Big Show, puis dire que son père était décédé. Puis à la fin, il avait réduit, il avait mis ça sur GTV à l'époque. Puis il avait réduit, puis c'est même que Big Show s'est rendu compte que Big Bossman niaisait. Puis c'est pas les deux segments, je me rappelle, à part évidemment celui que tu vas parler dans pas long, là, mais ces deux segments-là, je me rappelle dans cette rivalité-là avec Big Show et Big Bossman. Puis ce qui est le plus absurde avant que je revienne à ce segment-là, c'est qu'à ce moment-là aussi, il y a eu un match entre les deux, évidemment. Puis qu'à ce moment-là, Big Bossman était champion hardcore, puis Big Show était champion de WWF. Fait que t'es champion de WWF, puis t'as ça comme storyline, puis je pense même pas qu'il était dans les main events en tant que champion de WWF, Big Show, si je me trompe pas, hein. Ben, c'est tricky, Big Show, parce qu'il a pas été champion au début de la rivalité, il l'était pas. Non. Mais il avait fait un match, évidemment, un 4-4 Survivor Series match avec Big Show. En fond, c'était Big Show tout seul, parce qu'il avait attaqué ses partners backstage. Avant à Heat, c'était Blue Mini puis Kaientai. Ils avaient attaqué. Puis il y avait un match qui était évidemment Big Show contre Big Bossman, Prince Albert, Viscera et Mideon. Ouais. Puis Big Show avait pété tout le monde. Les trois premiers, ils avaient piné en même pas 2 minutes. Bossman s'est sauvé. C'est la même soirée que quand Austin se faisait par un auto, là, un petit peu plus tôt dans le gala. C'est là que Big Show a pris la place d'Austin dans le main event, puis il a gagné la belt. Fait en milieu de feud contre Big Bossman, là, il était devenu champion de la WWF. Puis après ça, il y a un match de One Contenders de Rock contre Big Bossman. Big Bossman avait gagné. Puis à Armageddon, le mois d'après, il a affronté Big Show pour la belt, puis il l'a squashé. C'est même que la rivalité, c'est fini. Mais avant de finir la rivalité, faut que tu parles évidemment des funérailles. Mais c'est fou pareil, comme quoi que, en tout cas, ça fait aucun sens là, pour moi. Là. Mais c'est ça. Hein? Puis c'est ça, funérailles, Big Bossman a crashé les funérailles du père de Big Show. Il a attaché le cercueil sur son camion. Il est parti. Puis Big Show, évidemment, il est parti à courir après le cercueil, il a plongé sur le cercueil, puis il roulait avec le cercueil, puis Big Show de même. Un petit flip Big Show après ça, là, c'était pas drôle, mais c'était drôle en même temps. Il a fait un genre de flip après du casquette. Là. C'est dégueulasse, là, pour vrai. Ah ouais, évidemment.
Tu sais, premièrement, c'est dégueulasse d'avoir accepté ça parce que ton père est mort pour vrai. Ce genre d'affaires-là, t'acceptes ça quand c'est quelque chose de bon qui sort de ça. Quand c'est une rivalité rien contre Big Boss Man, mais à cette époque-là, c'était vraiment plus le Big Boss Man de l'époque. C'était vraiment un downfall. Puis, en plus, t'es WWE Champion, puis tu fais une rivalité. En tout cas, c'est tout croche, là. C'est, comme tu dis, c'est Attitude Era. Il y avait un autre moment aussi dans cette rivalité-là, je me souviens aussi, c'est que Big Show, il avait pété, je sais pas si je me rappelle pas si c'était une montre ou quelque chose de genre qui appartenait au père de Big Show qui a donné à Big Show. Ouais. Il avait pété avec un sledgehammer pis tout, là. Puis, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est ça, finalement, on achève bientôt la biographie de Big Boss Man, évidemment. Merci d'être là depuis le début. On va y aller rapid fire pour le reste parce que c'est pas tellement glorieux, malgré qu'il y a quand même quelques trucs à parler. Big Boss Man, entre-temps, après tout ça, c'est quand même allié avec Albert. Et croyez-le ou non, ils ont même eu une rivalité contre Maya puis Fabulous Moolah. Fait que Albert puis Big Boss Man ensemble contre Fabulous Moolah puis Mae Young. Mais par contre, Big Boss Man a obtenu un autre partenaire un peu plus tard par la suite, qui a connu quand même un petit brin de succès avec. Puis ça, c'était Bull Buchanan. Où ils ont été en équipe ensemble. Il y a le couple de gars de même là, que Big Boss Man a pris sous son aile, mettons, pour être en équipe avec. Là. Il y avait Prince Albert aussi avant. Puis Bull Buchanan, évidemment, aussi. Ouais, puis ils ont remporté leur match à WrestleMania 2000. C'était... tu te souviens-tu du match? Ah ouais, il avait battu D'Lo Brown et Godfather. Il y avait Ice qui est arrivé pour faire l'entrée de Godfather. De Godfather, ouais. Ouais, il avait pris la tune de Aggression de CD qui avait sorti à l'époque. Pimpin' It Easy Man. Pimpin' It Easy Man, ouais. Je pense que c'est même l'opener de WrestleMania 2000, je pense. Ouais, je pense que tu as raison. Fait que c'est ça, il y a eu un certain succès avec Bull Buchanan, une belle petite équipe, comme tu as dit, il l'a pris sous son aile, WrestleMania 2000. Pas longtemps après, ici et là, il faisait des matchs, il a même glissé des matchs de Super. Il y avait Superstar à l'époque, il y avait je sais pas si Velocity était là, mais il me semble qu'il était là-dedans. En tout cas, il a fait tous les genres de C-shows de la WWF où ce qui jobait où ce qui jobait contre des gars de même, fait que on voyait que le Big Boss Man, là, c'était vraiment fini pour lui côté créatif, il n'y avait plus rien. Il était même plus ses main shows, là. Il a fait quelques matchs à SmackDown après, si je me trompe pas. Puis tu sais, il redescendait aussitôt dans les C-shows. Son contrat avec la WWE, à l'époque, a expiré en 2003. Évidemment, ils l'ont pas signé parce que Anyways, ils faisaient rien avec. Fait que tant qu'à rien faire avec, ils l'ont juste releasé. Par contre, après ça, Rich Riddler, qui était quand même un battant, a décidé de pas lâcher. Puis il est retourné au Japon, où il a fait quelques matchs contre des gros cogneurs du Japon. Puis évidemment, il était plus au même niveau qu'il a déjà été. Tu sais, veut pas, même si t'es encore capable de donner du gaz, même si t'as encore du gaz, même si t'es capable de donner des bons matchs, le fait que t'as été en bas de carte, que mal utilisé, des rivalités boboches, ça, tu sais, je veux dire, ton ego puis ton momentum puis tu perds tout ça. Qu'est-ce que tu trouves ça? Non, ben quand t'as dit boboche, j'ai inventé que tu dis boboche, man. Boboshman, ok. Ouais. Fait que c'est ça. Puis quelque chose de super triste après ces produits. On se retrouve, il est au Japon. En 2004, dans sa chambre d'hôtel, Big Boss Man, Ray Trailer est victime d'une crise cardiaque. Évidemment, comme beaucoup des lutteurs, une fin tragique. Surtout qu'il était juste seulement âgé de 41 ans. C'est très 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 jeune. Il avait une belle vie avec sa famille après la lutte, je pense. Je veux pas régner sur ta parade, là, mais il est mort chez eux, je pense. Il est pas mort au Japon. Ben, moi, ça me disait à l'hôtel. Ok, moi, j'avais vu comme quoi qu'il était mort chez eux. Puis c'est sa femme qui l'a découvert sous le sofa. Pour vrai? Ouais. Mais ok, ça se peut. C'est peut-être ça aussi. Mais non. Mais il est mort d'une crise de cœur, par exemple. Ouais, ça oui. Je vais juste te dire au cas où qu'il y a du monde qui vient nous voir, pis pas ça pas en tout, telle affaire, on sait jamais. Ouais. Mais,
En tout cas, c'est peut-être toutes les raisons aussi, là, mais... Mais je suis pas sûr. C'est peut-être sinon en revenant du Japon, puis en tout cas... Mais je sais que c'était... Ouais. Peut-être, mais on checkera pour être sûr, là, pour vous informer comme du monde, mais moi, ce que j'avais vu, c'était ça, mais ça se peut aussi, là, tu sais. Des fois, t'as 2-3 sources différentes. Moi, j'avais 2 sources que j'avais vu ça, fait que... Okay. Mais on verra. Anyways, il est mort d'une crise de cœur. Mm-hmm. Puis, merci pour quand même pour l'info, au cas où que ce soit pas ça. Fait qu'il est mort d'une crise de cœur. Ouais, tout jeune, 41 ans, il avait la vie devant lui après, tu sais, l'après-carrière était là. Puis tu sais, il aurait pu facilement retourner comme agent correctionnel ou comme agent de sécurité par après, il avait encore le physique, puis malheureusement, c'est la crise de cœur, c'est souvent la cause numéro 1 du décès des hommes. Puis j'ai pas vu d'antécédents sur mettons, stéroïdes ou n'importe quoi d'autre, mais on sait jamais, tu sais, dans le monde de la lutte, il y a tout le temps des substances qui se promènent ici et là, fait qui sait. Il était quand même assez aussi corpulent, là, fait que ça aide pas pour la cause des crises cardiaques. Un petit bonhomme. Mais, chose que je suis très content, puis je m'en souvenais pas de ça, puis je me sens quasiment honteux de pas m'en souvenir. C'est que à la fin de mes recherches, j'ai vu qu'en 2016, le Big Boss Man a été intronisé au Hall of Fame par sa femme et ses filles. Et ça, je me souvenais pas de ça, j'étais comme, je suis pas sûr. Là, j'ai checké, j'ai fait, ok, parfait, il est là, tant mieux. Mais en même temps, il est tellement dans le Famer à Start qu'il faut que tu l'oublies un ou deux. Non, je sais, mais pour moi, il devait être là, je pense. Oui. Puis, Encore une fois, c'est un gars qui était, tu sais, en même temps, il est mort en 2004, il n'y avait pas dans le Fame en 2004, là. Mais c'est juste plate qu'il est lutteur le même, mais il a introduit au Temple de la Renommée après avoir décédé. Ouais, fait que c'est ça, puis pour finir, je suis bien content qu'il soit au Temple de la Renommée. Bien content d'avoir fait la biographie du Big Boss Man Retrailer. Je suis... Vas-y. Moi, j'ai un petit fun fact, là. C'est qu'avant qu'il se fasse releaser par WWE en 2003, il avait fait un match à Ohio Valley Wrestling. Puis, c'était tu ris, mais il avait fait un 6-man tag, puis il était en équipe avec Charlie Haas, et John Cena. Puis il avait battu le trio de Landscape, Sean Ware et René Dupré. C'était son seul match qu'il a fait à la Ohio Valley Wrestling avant de se faire releaser en 2003. Et je trouve ça bizarre de voir John Cena en équipe avec Big Boss Man. C'est vrai, hein, qu'on n'aurait pas pensé ça. Surtout que techniquement, ils sont pas pareils, mais tu vois ce que je veux dire, ils sont comme pareils, tu sais. Des gars qui se battent pour la loi, pour être, ça soit juste fair pour tout le monde. Je trouve ça bizarre un peu, mais en même temps, je trouve ça un beau parallèle entre les deux. Là. Puis en plus, Landscape aussi, je pense qu'il est décédé, je me trompe pas, hein. Ouais, Landscape, oui. Puis Sean Ware aussi. Sean Ware aussi, fait que, Fait que, rest in peace à tous ces talents qui nous ont fait, qui nous ont bien divertis. Puis, c'est ça, je suis bien content d'avoir fait Big Boss Man. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Je pense que la vidéo était quand même complète. Évidemment, on n'a pas été dans... Oui, c'est vrai. Mais attends. Dans tous les détails, mais... Ok, je vais y aller, là, vu que tu me presses encore. Cool. Okay. Ça peut savoir, je sais pas, moi. Ben, tu sais, c'est pas... J'en ai parlé en long et en large, mais... dans le fond, ce que je vais essayer de faire avec les prochaines bios, c'est que je vais vous suggérer des matchs à aller voir de ce lutteur-là. Puis on en a parlé. Parfois, c'est des excellents matchs. Parfois, c'est des bons matchs qui ont passé sous le radar. Des matchs à voir ou des matchs cocasses ou complètement... comme tu fais comme voyons, non. Hein. J'aurais même te dire aussi, de répondre honnêtement si j'ai vu le match ou pas. Parfait. WrestleMania 7, le Big Boss Man a affronté Mr. Perfect. Là, on en a parlé un peu tantôt, fait que je le nommerai pas, mais je l'avais, avec WrestleMania 5 et les Rockers. Big Boss Man contre Hogan Saturday Night Main Event 1989 Cage Match, vous devez le voir, on en a parlé. Big Bubba Rogers contre Sting WCW Uncensored 95, match à voir absolument. Guardian Angel contre Big Van Vader qu'on a parlé. Évidemment, contre le Monty. SummerSlam 94. 11. Je suis 91, ouais, non, j'avais marqué 91, mais j'ai... Ok. Hakim, WrestleMania 6, c'est peut-être
oui, c'était à voir, mais pas absolument. On parlait d'Oslo que c'était dégueulasse, mais un match à voir hardcore, c'était à SummerSlam 99 entre Oslo et Big Boss Man. Allez voir ça. Un match que j'ai pas parlé dans la biographie aucunement. Le 30 novembre à Raw 1998 contre Mankind. Probablement un match hardcore si je me trompe pas. Porte chance. Un match que TJ a parlé tantôt, puis que évidemment je vous le conseille, contre Bam Bam Bigelow au Royal Rumble 1993. Est-ce que j'en ai un autre? Ça complète pas mal les matchs que j'avais à vous suggérer. Est-ce qu'il y a des matchs là-dedans que t'as pas vu, TJ? Pas beaucoup. Celui de Sting à Uncensored 95, je l'ai jamais vu. Mankind, sûrement que tu l'as déjà vu. Bon, à Raw, j'ai pas mal tout vu, c'est les matchs de Raw à l'époque, là. Mais, à revoir, sûrement. Mais aussi, SummerSlam 99 contre Oslo, c'est pas celui avec le Road Dogg qui se promène pis qui fait le commentaire pendant qu'ils se battent, là. C'est ça? Ouais, je pense que c'est celle-là. Ils vont dans un bar à un moment donné pour toute l'équipe. Ouais, c'est bon, c'était bon. un match à aller voir. Fait que, ça complète la biographie de Big Boss Man. Très content d'avoir fait ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. TJ, merci d'avoir complété avec tes connaissances pour le Big Boss Man. C'est super apprécié, puis je pense que tout le monde apprécie ça aussi. Ouais. Merci d'avoir voté aussi. Oui, absolument. C'est vraiment le fun. On va le refaire probablement, si c'est pas avant la fin de l'année ou l'année prochaine. On va essayer de tout le temps interagir avec vous autres. Là. Tu parlais de Bobby Lynn, t'as déjà fait de la biographie. Maintenant, moi aussi, je vais en faire une bientôt, là, une biographie. Peut-être pas bientôt, là, mais éventuellement, je vais en faire une autre aussi, ouais. Parfait. Puis, dans le fond, avant de vous relancer sur nos prochains rendez-vous, on va y aller avec un de nos segments préférés. Mais avant ça, Big Boss Man dans l'ensemble, pour compléter la boucle, ça représente quoi pour toi, TJ? Ben, Big Boss Man, évidemment, c'était un gros morceau de l'enfance que j'ai eu dans le monde de la lutte, là. C'était vraiment, surtout quand on se le cachera pas, je le dis souvent que mon era de lutte préférée, c'est la Golden Era, de 88 à peu près 92, 93. Fait qu'évidemment, c'était dans son apogée, Big Boss Man, puis je m'en rappelle beaucoup. Puis évidemment, c'est un des meilleurs big guys de l'histoire, là, tu sais, qu'on dit souvent au podcast, là, quand on parle de big man, là. Côté puissance, agilité, puis aussi parler, des promos. Il est facilement dans le top 6-7 là, des gars. Je dirais pas top 5, là, mais il est facilement là-dedans. Je comprends, ouais. Puis ça, fait une grande partie de mon enfance, c'est vraiment Bill Bossman. Puis tu sais, son run au retour en 98-99, tu sais, c'était pas... il va m'en rappeler beaucoup moins que ses stints avant, là. Mais il a fait beaucoup d'affaires intéressantes, même si c'était pas tout le temps dans le bon goût. Mais son second run aussi, il était quand même bon, là. Il y a des moments marquants. Puis, comme je te dis, vraiment un des meilleurs big men de la business. Puis, comme je disais tantôt au début du podcast, quand je te parlais vraiment que c'était un chic type, là. Puis, là, il y a beaucoup d'histoires, là, avec Ray Trader backstage, là, comme quoi que c'était vraiment one of the best, là, pour eux, puis qui était vraiment apprécié de ses pairs, puis que c'était tout un homme. Très cool, très content d'entendre ça, parce que souvent, on aime quelqu'un, puis des fois, c'est pas toujours les bonnes choses qui ressortent, mais dans ce cas-là, je suis content de l'entendre. Moi aussi, Big Boss Man, une bonne partie de mon enfance, puis c'est rare que t'as 2 bonnes runs à WWE, WWF, puis il était capable de hang out the boots with the best. Ouais. Of the best. OK. Fait que là, on va y aller avec un de vos segments préférés, et surtout notre segment préféré. Voici le entre-deux collections, mesdames, messieurs, et pendant que TJ, vous le voyez pas sur YouTube, est parti chercher son entre-deux collections, et qu'il va revenir dans le 5, 4, 3, 2, 1, il est de retour. Et TJ, je vais commencer, je vais te laisser, parce que je pense que le tien va être plus intéressant que le mien. Mais, c'est un petit léger. Tu l'as déjà vu, t'es venu chez nous récemment. Fait que, j'ai vu ça par hasard, dans le petit bac en bas chez Walmart, pas trop cher. Un petit toutou en plus de Hulkamania. Il y en a plusieurs d'autres. En plus, ça a coûté $12,99. Pas cher. C'est un Hulkamania, c'est un Hulk Hogan. Fait que je me suis dit, on voit mal, c'est à cause de la lumière. Là, mais... il est jaune. Non. Fait que c'est ça. Il y en avait d'autres. Il y a
Il y en avait-tu d'autres? Je pense qu'il y en avait d'autres. Mais faudrait que je check. Là. Je pense qu'il y a aussi Iron Sheik. Là. Il y a... Peut-être Warrior, peut-être je vais checker. Peut-être s'il est là, je vais le pogner. Mais c'est ça. Petite collection, là, c'est... Ouais, Warrior, je sais que tu l'aimes bien. Là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que 12,99 puis un de plus à la superbe collection. Tiens, Hogan, moi, je t'aime. Ouais. Je suis pas une fan d'Hogan. C'est vrai, je ne m'attendais pas à ça. Mais non, mais le fait, c'est qu'on n'entendait pas parler de notre deux collections. On s'en parle jamais, évidemment. C'est rare qu'on s'en parle. Là, c'est un addon que j'avais été chez eux là, une couple de semaines pour voir qu'est-ce qu'il y avait, mais sans vouloir. Ouais. Mais on s'est pas parlé. Puis Non. moi, aujourd'hui, je me suis pas compliqué la vie non plus. C'est pas de quoi de... J'ai deux les meilleurs en deux collections, là, je vous l'avoue. Ouais. Je l'avoue ça d'emblée. Oh. Mais j'ai ça de... Je sais pas quelle année, je me rappelle pas l'année. Je pense que c'est en 1991. Je vais vous dire ça tout de suite. 1991, que c'est ce petit bouquin. Oh, un bouquin. Nos collègues français, qu'on salue d'ailleurs, qui écoutent le podcast. Bonjour les Europes. Oui. Et c'est fascinant que tu parles de l'Europe, parce que j'ai sorti ici un livre qui s'appelle le WWF Official Annual. Mais ça, c'est la version européenne de UK. Oh, Et nice. Tu peux voir Oh. ici le annuel Avec Hogan comme, dessus. ouais. Et l'autre côté, évidemment, Warrior. tout un morceau. Et le bouquin pour le Warrior. Ça, en plus, si je me trompe pas, là, en arrière, c'était une des photos du Coliseum vidéo que j'avais avec Warrior. Je pense que c'est la même, je pense. Ouais, je pense que c'est la même, ouais, c'est ça. Je pense que c'est la même. Puis ouais, fait que c'est ça. Puis là, évidemment, il y a ça. Mais là-dessus, c'est ça, c'est un livre, genre, mettons, il t'explique, c'est vraiment des mini-biographies sur chaque lutteur. Ah, nice. Puis, évidemment, ouais, fait comme j'ai vraiment Ah, cool. Et sinon, il y a plein de monde dedans, là, puis il y a vraiment des morceaux du Rumble, Survivor Series. Je peux te trouver, là, celui qui était notre biographie aujourd'hui. Oh, oui. Et sinon, ici, j'ai pas le choix de te montrer ça. Une page sur les managers de WWF. Même Ouais. Paul Barrett, il était là. Puis là, je veux sans rien dévoiler, probablement que bientôt dans les biographies, avant la fin de l'année, on va en avoir un autre manager. Parfait. Ouais. Et voici. Oh oui. Yes. En fait, avec mon bonhomme en arrière, c'est écœurant. Ouais. Ouais. Évidemment, il y a des petits textes aussi qui montent, là, ici, là, qui parlent de chaque lutteur, évidemment. Puis, non, c'est vraiment le fun, là. Ils en ont sorti beaucoup de ces affaires-là. À tous les années, ils en sortaient un, là. Mais j'en ai pas beaucoup dans ma collection, mais c'est quelque chose que dans les prochains mois et prochaines semaines, qui m'intéresse d'en avoir d'autres. Fait que, si vous écoutez le podcast, vous en avez, n'hésitez pas à me lancer un petit DM. Comme qu'ils disent les jeunes, hit me up. Hit me up. Hey, celui que t'as, Big Boss Man, en ce moment, avec les lunettes, là. Ouais. Je me suis procuré, moi aussi, il y a pas longtemps, mais lui, tu l'as pas, je pense, hein. C'est ça c'est un des deux que t'avais pas, toi, hein? Ouais, je l'ai pas dans celui-là, non. Moi, j'avais C'est le la contraire, version- ouais. Ça, c'est la version updatée, là, quand il était face, là. Ouais. Puis, je pense que j'aime beaucoup mieux celui que t'as que celui-là, là. Même si celui-là, il était écœurant aussi, mais il était, tu sais, c'est le boss, Ouais. là, c'est sans aucun doute. Même le petit gars est là, parfait aussi. Mais Ouais. celui que t'as, là, je trouve beaucoup plus hot. OK. Pour la caméra, pour ceux qui sont sur YouTube, là. Ouais. Ouais, puis je trouve qu'il est beaucoup plus nice, le tien, je trouve. Ouais. Mais là, j'ai les deux à Star, là, mais ouais. Ouais, en effet, ouais. Mais sinon, c'est ça. Fait que, Ouais. évidemment, ce segment-là est présenté par la CWC. Avec, évidemment, celui qui a fait notre thumbnail, le Big Boss Man, Yann O'Kane. Fait qu'allez les voir sur Facebook. Il y a des claim sales. Je pense qu'il y a très bientôt, il va y avoir une auction en direct avec TNT. Nos deux grands chums. Puis, Cause fait I'm qu'il va y avoir- TNT. Excusez. Dynamite. Ok, ben, tu peux continuer. Puis ouais, fait qu'il va y avoir ça bientôt, fait que checker ça sur Facebook. Puis même Yann O'Kane, dans une couple de semaines, une couple de mois, je sais pas ça va être quand, il va sortir un petit guide, je pense que c'est le premier de plusieurs volumes qui va sortir sur l'histoire des WWF Magazine, avec tous les dérivés là, qui ont sorti, là, les spotlights, puis les programmes aussi. Fait que checker ça bientôt, je vais sûrement m'en procurer un, puis je vais essayer de vous montrer ça au podcast quand je vais l'avoir. Parfait. Puis sinon, pour nous écouter, bien évidemment, sur YouTube,
en vidéo et en image sur Apple Podcast, Spotify, Balado Québec en audio. On est aussi disponible sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, Twitter pour toutes sortes de nouvelles farfelues et plus sérieuses. On a aussi notre Twitch où on est quasiment affilié, où on fait des bonnes petites soirées. Puis bientôt, je vais peut-être pouvoir vous dire des soirées régulières, TJ. Je vais peut-être avoir une ou deux journées fixes, fait que ça va être bon. Ok, parfait. Et sur Twitter, où nous sommes des sensations web, on est rendu à 200 abonnés. On avait 50 au début de 2 semaines à peu près. Fait que là, on grimpe. Pas Twitter, excusez, sur TikTok, excusez. TikTok. Ok, ça, TikTok. Ok, parfait. Ouais, fait que... Tu parlais de Twitch aussi, évidemment, sur Twitch, ce qui est bien connu, c'est les jeux vidéo. Fait qu'oubliez pas aussi le lundi, sur YouTube, notre série sur WWE2K22, MyGM, moi contre Marco. Puis tous les lundis soirs, on va sortir ça à 7h, mais en tout cas pour au moins les prochaines semaines. Là. Ouais, les 4-5 prochaines semaines, ouais. Ouais, puis on va essayer de sortir ça régulièrement. On va sûrement se rencontrer bientôt pour en enregistrer d'autres. En effet. Le jeu d'AEW, ça vient bientôt, on sait jamais. Puis ouais, fait qu'on va faire ça, puis checker ça sur YouTube. Évidemment, en parlant de prochains rendez-vous, ben c'est ça, ça s'en vient, là, c'est la semaine prochaine qu'on parle de ça? Ou c'est la semaine d'après? C'est la semaine d'après, je pense. Non, c'est la semaine prochaine, puis là, je suis désolé, je vais vous... ça va être un petit peu plus dark, un petit peu plus dans le personnel, mais je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Ça va faire deux choses de suite. Là. Je me suis occupé de la bio, je vais m'occuper aussi de la semaine prochaine, mais évidemment, on va en jaser comme on fait tout le temps. Puis la semaine d'après, évidemment, on va avoir AEW Dynamite, pas Dynamite, mais Double or Nothing avec un special guest en direct, Alex, qui va être sur place à Las Vegas. Fait que bien hâte de lui parler. Mais sinon, la semaine prochaine, une histoire que j'avais envie de raconter, un lutteur un peu moins connu du grand public. Donc, on retourne dans la série populaire Dark Side of the Ring, notre 3e. On avait parlé d'Owen Hart, on avait parlé de Chris Benoit en début de podcast, quand on a commencé le podcast. Et un lutteur un petit peu moins connu, mais tout aussi intéressant et sous-estimé. On va parler de Chris Kanyon, l'ancien lutteur de la WCW et de la WWE, quand il y a eu ouais, Who Better Than Kanyon? Everybody. Non. Et grand chum de Diamond Dallas Page, la crasse aussi. Et plusieurs autres surprises sur le sujet. Mais rapidement aussi, là, tu parlais d'un Thunder Ring. L'autre jour, après, il y avait Dynamite à TSN 2, je pense. Puis après, il m'a montré les Dark Side of the Ring. Puis je l'ai écouté celui qui jouait après Dynamite. J'ai écouté le début, puis je n'étais pas capable d'arrêter d'écouter. Mais j'ai écouté celui sur Doc Tudy, David Schultz. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, mais je pense que c'est le seul, j'ai pas écouté. Ok, ben c'est ça. Puis avec évidemment l'histoire de la slap qu'il avait faite au reporter d'ABC, John Starshore. Ouais. Puis là, vraiment, puis aussi, il était blackball à WWE par après. Puis c'est son histoire à lui, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis après ça, il en a montré un autre, mais je l'ai pas écouté. Là, celui-là, j'étais à pente. Mais non, c'est Dark Side of the Ring, là. Moi-même, je l'ai pas écouté beaucoup, le Dark Side of the Ring, mais c'est quelque chose que j'aimerais ça rattraper, surtout pas tout le monde, parce que c'est pas tous les sujets qui vont t'intéresser. Ouais, mais des fois, tu peux en apprendre, ouais. Exactement, tu vas en découvrir. Puis moi, une encyclopédie comme moi, tu as besoin d'en savoir plus de chapitres encore. Il y en a là-dedans. Eh oui. Puis je vais faire une mini parenthèse, là, on a collaboré avec, puis je parle quand même assez régulièrement, de temps en temps. Parenthèse au podcast de Marc Blondin, soyez-y, mesdames, messieurs, que là, une semaine ou deux, ils ont parlé d'un sujet de Dark Side of the Ring, ils ont parlé du beef entre, c'est pas le sujet principal, mais il y avait Dynamite Kid, ils ont parlé du beef entre Dynamite Kid puis Jacques Rougeau, le fameux incident qui s'avait passé. Puis allez voir cet épisode particulièrement, là. Pour vrai, je pense que c'est si c'est pas le meilleur épisode de son podcast. C'était excellent. Raymond Rougeau est venu donner son avis là-dessus parce qu'il était présent, évidemment, à ce moment-là. Marc Blondin était présent lors de l'incident d'Animal Kid Jacques Rougeau. J'ai dévoré ce podcast-là, pour vrai, c'était du bonbon, là. Puis Raymond, toujours intéressant. Puis Monsieur Rougeau, je devrais l'appeler Monsieur le maire. Puis c'est ça. Fait que là, j'en ai assez parlé, puis c'est ça. Puis, bientôt, d'autres lutteurs québécois en entrevue. Oubliez pas ça à travers la table.
Parlant de ça, dernière affaire qu'on va dire avant de faire la fin du podcast. Ouais, vas-y. Parlant de talk québécois, allez voir l'entrevue qu'on a faite à travers la table il y a 2 semaines avec Brad Alexis. Excellente entrevue. Oui, en effet. Puis évidemment, parlant de lutte québécoise, à travers la table aussi, semi-régulièrement, là, des fois, on quitte des semaines des fois, là, par manque de temps surtout. Là. Mais checkez ça sur YouTube, notre show YouTube, à travers la table, qui est encore bien en vie, écoutez-vous pas. Puis les prochaines semaines, on a des surprises là-dessus. On n'est pas là la semaine prochaine, mais on va être là dans 2 semaines. Exact. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine à nous écouter ou à vous divertir, peu importe. Faites-nous vos suggestions et surtout, TJ. Évidemment. Allez, bon.